sport. 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez entendu la voix de Guillaume, mais Guillaume n'est pas là ce soir, bien évidemment. Il est parti sous d'autres cieux. On lui souhaite d'ailleurs de réussir dans sa nouvelle voie. Il est du côté de Bar-le-Duc, donc on le salue ce soir. Il doit, je pense, nous écouter en direct. Donc là, c'est Thomas qui est aux manettes. Thomas, bonsoir. Voilà, bonsoir Frédéric, j'avais pas allumé le micro. Voilà, c'est le petit nouveau de l'équipe à la technique. Et puis on a toujours Fred à côté de nous. Ça va Fred, salut Thomas. Voilà, il s'endort, il fait froid sur la région, on s'endort. Au sommaire ce soir, on va déjà ouvrir une page Ligue 1, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités dans cette journée de Ligue 1, donc des choses marrantes, des choses un peu moins rigolotes en tous les cas. Ensuite, la Ligue 2, le National, avec bien sûr le FC Sochaux Montbéliard. Et ensuite, on partira aussi avec Alexis De Freitas qui nous parlera justement des jeunes joueurs du FCSM. Je vais faire comme Faneva, FCCM, ça y est, ça m'arrive aussi. Avec les résultats des jeunes du centre de formation. Et ensuite, on partira du côté de Pontarlier où on était hier pour la remise du maillot de Coupe de France que porteront les Pontissaliens entre Pontarlier, entre le CAP, le CA Pontarlier et le FC Sochaux-Montbéliard. Ce sera ce samedi 12 novembre à partir de 16h30 au stade Paul Robe. Donc on espère que vous serez en tout cas très nombreux. On recevra d'ailleurs le défenseur de cette équipe du CA. Ça sera Guillaume Jacquet un peu plus tard dans l'émission. Allez, on commence tout de suite avec au programme la Ligue 1. Que s'est-il passé en Ligue 1 ce week-end ? Ça a commencé déjà ce vendredi soir avec... vous avez regardé le match quand même ? Oui, je l'ai regardé. Tu veux pas de jingle, Frédéric ? Ah si, la jingle Ligue 1, mais oui. Allez, le jingle. La Ligue 1. Bien joué Thomas, je n'ai pas encore tous les réflexes, c'est bien vu. Allez, on part du côté, c'était du côté de la Mosson entre Montpellier et Marseille. Marseille qui a vécu une triste soirée en tout cas, avec une défaite 3-1. C'est vrai que l'Olympique de Marseille se présentait à Montpellier sans véritable, sans attaquant de métier, on peut le dire, parce que Bafé Gomis était blessé. Et Leia Iseka, on va en reparler un petit peu parce que c'est une histoire, c'est un truc drôle, pas forcément pour le joueur. Alors, il a été envoyé en réserve par Garcia car en fait il s'était trompé de rendez-vous. Il s'était rendu à l'aéroport alors que l'équipe elle partait en quart. Une décision qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. On en parlera juste après. Qui c'est qui a regardé ce match ? Moi j'ai regardé la deuxième mi-temps. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé que c'était pas mal la deuxième mi-temps ou... Oui, c'était pas trop mal. Je trouve que Montpellier a fort bien joué. Puis c'est vrai que sans Bafé Gomis, c'est vrai que l'OM a eu du mal, quoi. Cette saison, oui, c'est vrai que Marseille a un peu plus de mal. D'ailleurs, on va écouter les réactions de Rudy Garcia qui dit qu'il a sans doute commis des erreurs. Et aussi du côté de Montpellier, on va écouter tout ça, les réactions. Ouais, c'est une grande satisfaction pour tout le monde parce qu'on avait préparé des choses pendant la semaine qu'on a pu mettre en œuvre et c'est pas toujours le cas parce que ça se passe pas toujours comme tu as décidé. Et là, notre première mi-temps est vraiment conforme à ce qu'on voulait faire. On a la réussite de marquer rapidement. Et après, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à des matchs précédents, bien plus tôt dans la saison, on a tenu le choc, quoi. Après, on nous disait moribond il y a quelques jours. Nous, on savait depuis notre nul à Dijon, qui avait été mal ressenti par l'ensemble du groupe avant la précédente trêve internationale, qu'il y avait des choses qui s'étaient mises en œuvre. Et voilà, les chiffres le confirment, quoi. Sur les 6 derniers matchs, on en a perdu qu'un à Monaco. On en a gagné 2, on a fait 2 nuls. On s'est qualifié en Coupe de la Ligue. Donc, il y a des choses qui ont mis du temps à venir, mais dont on savait, nous, dans le vestiaire, qu'elles allaient venir et qu'on était sur la bonne voie, quoi. Donc, cette victoire-là est intéressante à la fois sur ce match-là, tel qu'on l'a abordé, et aussi par rapport à ce qui a été mis en œuvre depuis plusieurs semaines et qu'on doit confirmer. Je trouve que la trêve internationale arrive au bon moment. De gagner comme ça, c'est bien. Mais voilà, je retiens notre excellente première mi-temps. Je retiens aussi qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup subi et qu'on doit être capable de maintenir une intensité, la même intensité sur 90 minutes. Donc on va bien bosser pendant les 15 jours qui viennent.
Oui, il y a des choses qui se mettent en œuvre maintenant parce que Stéphane nous a rejoint tard. Après, il faut arriver à ordonner les choses. On sait qu'avec Morgan, Riyad, Stéphane, au milieu, on aura de la qualité. Et maintenant, il faut bien les ordonner ensemble. Et ce soir, c'est vrai que ça s'est, comme on dit, ça s'est bien goupillé. On avait un bon équilibre d'équipe et on sait qu'on peut être performant quand les connexions seront bonnes et que athlétiquement, tout le monde sera au même niveau. Et je trouve que depuis plusieurs semaines, on avance mentalement. Ce soir, pour la première fois depuis le début de la saison, il y a des joueurs qui étaient très très fatigués. Mathieu a laissé une dent qu'on a cherché mais qu'on n'a pas retrouvée. Morgan Sanson a fait une petite crise d'hypoglycémie. Jérôme Roussillon avait la tête qui tournait. Mais le haut niveau, c'est ça. On ne gagne pas des matchs comme ça en rentrant sur le terrain et en attendant que ça se passe, quoi. Je pense que ce match est référence peut-être au niveau tactique ou autre, mais moi je trouve qu'il est surtout référence dans ce qu'on doit mettre en œuvre sur des matchs aussi difficiles contre de bonnes équipes pour pouvoir les gagner. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on a avancé, on doit avancer encore sur les semaines à venir. Coach, qu'est-ce qu'on va retenir de cette rencontre ce soir, que vos joueurs sont mal rentrés dans leur match et l'ont payé cher? Oui, c'est ça. Quand on joue qu'une période, la deuxième, c'est compliqué de gagner un match en Ligue 1. On était battus dans l'agressivité, pas que défensive, d'ailleurs même offensive. On n'en a pas eu en première période. On a fait des fautes techniques, on a rendu des ballons. Et puis quand l'adversaire est le premier sur le ballon, c'est compliqué de faire quelque chose de bien. On a mis un plan de jeu en place qui a tenu 5 minutes. Je me suis trompé dans la composition d'équipe parce que j'ai mis une équipe technique, légère, pour pouvoir jouer aussi sur la vitesse de nos attaquants. Mais au bout de 5 minutes, quand vous laissez marquer l'adversaire, eh bien, des espaces, il n'y en a pratiquement plus à utiliser. Donc voilà, à moi de trouver les solutions. Je pense que la trêve arrive à point nommé parce que jusqu'à présent, j'avais pas eu la possibilité de travailler sur le fond et on a travaillé un petit peu dans l'urgence et que pour les matchs. Donc cette trêve, elle arrive à point nommé. Ça permettra de travailler beaucoup avec les joueurs, de leur faire comprendre ce que j'attends d'eux et puis à moi de trouver les bonnes solutions ensuite. Quel a été votre discours à la mi-temps justement après ce score de 2-0 ? Qu'on ne pouvait pas faire pire, qu'on avait perdu la première période 2-0 et que on allait voir si au niveau fierté, amour-propre et orgueil, on était capable de gagner la seconde. Malheureusement, on est revenu vite à 2-1, ce qui était le scénario idéal, mais la seule grosse erreur, mais celle-là elle est importante aussi, qu'on ait faite en deuxième période, c'est laisser Montpellier marquer un troisième but et nous empêcher d'espérer prendre un point, c'était encore possible, mais gagner à 1-3, c'était impossible. Voilà. Après, on a tellement trop peu cadré en deuxième période et pourtant on les a eu, les occasions, qu'on n'a même pas su ramener un point. Voilà. Donc le constat, il est ce qu'on savait déjà, qu'il y a beaucoup de travail. Pour parler de l'adversaire, justement, on peut dire que Montpellier aussi a réalisé peut-être son plus gros match de la saison. En termes d'efficacité, c'est sûr qu'ils ont été bons. Je crois qu'ils ont tiré peut-être 3 fois au but en première période et ils ont marqué 2 buts. Donc eux, au moins, ont cadré. Et puis ils avaient tellement envie que ça s'est vu. Ils nous ont mangé sur le plan athlétique en première période. Donc j'avais pas mis l'équipe dans de bonnes dispositions là-dessus, sur ce plan-là, parce que trop légère. Mais bon, quand même, après, c'est pas une histoire de taille et de centimètres, c'est aussi une histoire de volonté. Et il va falloir qu'on améliore ça. Un mot sur Clinton N'Jie, que vous avez donc titularisé en l'absence de Bafé Gomis. Il a eu peu de ballons, ça a été compliqué pour lui ce soir aussi. Ouais, mais Clinton, comme tous les autres, il doit faire plus, il doit faire mieux. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent démontrer plus d'envie s'ils veulent rester dans l'équipe où ils entraient. Voilà, moi, je donnerai la place à personne. Chacun doit venir la gagner, sa place. Voilà, l'image du petit Maxime Lopez, par exemple, qui pour l'instant fait des bonnes prestations. Un mot aussi pour finir, coach, sur nos supporters. Ils étaient un peu plus de 1300 ce soir. Ils n'ont pas cessé d'encourager l'équipe. On est aussi forcément déçus pour eux. Oui, ils sont formidables. Ils sont à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Bon, ils savent qu'il y a du travail, donc c'est bien qu'ils continuent à nous encourager. Ça fait plaisir de voir qu'ils étaient aussi nombreux. Maintenant, on est plus que déçus de pas leur avoir offert notamment une première période à la hauteur de ce qu'on doit faire d'habitude. La deuxième était beaucoup mieux, même si pas aboutie, parce qu'encore une fois, on l'a pas gagné. On a fait un partout en deuxième et comme on avait perdu largement la première, on a perdu. Voilà, maintenant remobilisons-nous, travaillons fort et préparons la réception de Caen parce qu'il n'y a rien d'autre à faire et il nous faudra absolument gagner ce match-là. Merci beaucoup, coach. Merci, bon retour. On va quand même parler des buteurs dans cette rencontre avec un doublé pour l'ex-socialien Riyad Boudbouz
à la 4e et 36e minute de jeu. Et un but aussi de Steve Mounier à la 57e qu'on avait reçu la saison dernière alors qu'il était du côté de Nîmes. D'ailleurs, ça avait été un peu folklorique parce qu'il avait raté le rendez-vous avec la radio. On l'avait eu vrai, non oui, pas oui. le jeudi, on l'avait eu le lundi. En tout cas, on l'avait eu hors antenne et on avait passé en tout cas un excellent moment. Du côté de Marseille, c'est Florent Thauvin qui avait en tout cas marqué à la 52e minute de jeu. Mais une défaite 3-1 pour les Marseillais face au Montpellier. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des sonneries. Ce téléphone, si on laisse en dérangement trop longtemps, ça fait une sonnerie. Ça fait une sonnerie. D'accord. Alors, juste pour rappeler quelques petites infos du côté de Montpellier, avec surtout Nicolin qui fracasse McCourt, le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, vous le savez, qui est devenu le propriétaire avant la rencontre ce vendredi entre les deux équipes en Ligue 1. Loulou Nicolin, comme on l'appelle, a dézingué l'homme d'affaires américain. Voilà ce qu'il a dit exactement. Au Marseille, faire venir un ricain pour commander. À mon avis, dans 6 mois, McCourt est dehors. C'est obligé, ils ne se feront pas assez de culture. J'aime accueillir mes amis, il est vrai. Lui, ce n'est pas un de mes amis. No speak English, a lancé Nicolin. C'était chez nos confrères de SFR Sport. Donc après, chacun en déduira ce qu'il voudra. Allez, un petit truc drôle sur Marseille, c'est le calvaire de l'ex-traducteur de Bielsa. Je ne sais pas si vous avez lu ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, il n'a pas forcément laissé que des bons souvenirs aux supporters de l'Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa. Romain Alessandrini a récemment titillé l'Argentin également. Son ancien traducteur au sein du club phocéen, Fabrice Olszewski, a confié ses difficultés quotidiennes après sa collaboration avec El Loco. Alors voilà ce qu'il dit exactement. Aujourd'hui, c'est la galère. C'était un peu une malédiction d'avoir bossé à l'OM avec Bielsa. Je suis marqué au fer rouge à vie. Après ça, c'est difficile d'aller à un entretien d'embauche. Les gens se foutent de ce que je peux leur dire. Ils veulent juste que je leur parle de l'OM et du coach. Alors, il a commenté l'ex-employé de l'OM dans un entretien accordé à nos confrères de SoFoot. C'est pas mal, c'est quand même assez marrant. C'était la petite histoire de l'année dernière, ça faisait rigoler tout le monde. Oui, exactement. Surtout qu'El Loco était parti au bout de la première journée la saison dernière. Voilà. Mais c'est vrai que là, oui, c'est sûr que ça doit être un peu plus compliqué. Allez, on va décortiquer cette Ligue 1. On passe cette fois-ci au samedi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le samedi? Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez regardé. Moi, j'ai surtout regardé un match qui a retenu mon attention. On en parlera après. Ce sera Dijon-Guingamp. Là, on va plutôt se diriger vers OL Bastia avec un match où il y a eu quand même des sacrés rebondissements. Lyon s'en sort quand même pas trop mal sur cette rencontre. Et il y a une déclaration en fin de match, parce qu'il faut quand même rappeler que l'OL s'est imposé 2-1 avec des buts de Lacazette à la 37e sur penalty et Bergenson du côté de Bastia qui a marqué contre son camp à la 86e. Et c'est Enzo Crivelli du côté de Bastia qui avait en tout cas réduit le score à la 90e pour les Corses. Et voilà ce qu'il dit l'entraîneur, on va l'entendre un peu plus, mais c'est surtout la dernière phrase qui pique un petit peu. Vous entendrez ce qu'il va dire en tout cas l'entraîneur corse au début. Et après, voilà ce qu'il a dit la dernière phrase. Je n'ai pas pu la retrouver, je pense qu'elle a dû être coupée un peu sur tous les différents médias. Voilà ce qu'il dit la dernière phrase. Mais après, il va falloir venir chez nous. Il ne faut pas avoir la grippe. Quand il faudra venir à Bastia, il ne faudra pas avoir la grippe ni la gastro parce que cela va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Et voilà. Donc écoutez un peu les réactions qui vont suivre pour cette rencontre OL Bastia. Personne, on va s'en prendre à personne, on va pas tirer sur l'ambulance. Moi, ce que je constate, c'est que Bastia a fait 14 fautes, 4 jaunes, 2 rouges. Lyon, 8 fautes, 1 jaune. Après, ça n'enlève rien à la supériorité de Lyon et à la qualité de l'équipe de Lyon. Dont une faute, c'est de la fiction, parce que Jean-Louis Lé qui ne touche pas le joueur. Donc, Lyon, ils ont des ressources, nous, on en a un peu moins, et ça nous embête beaucoup. Maintenant, on n'a pas tout bien fait, surtout en première mi-temps. Je pense qu'on a montré autre chose en deuxième mi-temps à 9 et puis après à 8. Mais le match était, après la sortie de Jean-Louis Lé, que le match il était fini. C'est un match finalement frustrant pour vous? Comme d'habitude, comme tous les samedis, monsieur. Tous les samedis, c'est comme ça en ce moment pour nous. Frustré comme depuis ces derniers temps, c'est vrai qu'il nous arrive pas mal de choses négatives. Ma blessure ce soir, les 2 cartons rouges, mérités ou pas, j'ai pas vu celui de Jean-Louis, mais c'est vrai que l'accumulation de ces petites choses fait
fait que ces derniers temps, on a rien pour nous, donc au point d'en est, ça va finir par tourner, c'est ce qu'il faut se dire. Mais ce soir, je pense qu'il y avait la place de faire mieux que ça face à une petite équipe de Lyon. Donc c'est dommage pour nous parce qu'on ce soir on laisse des points, même si bien sûr ils ont eu la possession. Après l'arbitrage, on ne va pas en discuter parce que ça sert à rien de discuter. On regardera les statistiques, le nombre de fautes qu'on a faites et les 2 cartons rouges qu'on a pris. Mais après, on ne va pas se cacher derrière ça. Ce soir, on a fait un match nous aussi très moyen et on aurait pu mettre plus en difficulté cette équipe de Lyon. L'analyse, c'est 3 points. C'est tout ce que je vais retenir. C'est concernant la manière et notamment la deuxième période, j'ai presque honte d'avoir gagné le match. Pourquoi ? Parce que c'est inacceptable ce qu'on a fait en deuxième période. J'ai presque envie de m'excuser auprès du public d'avoir vu une deuxième mi-temps pareille. À 11 contre 9, voilà, c'est honteux tout simplement, j'ai pas peur de le dire. Ce qui me reste en travers de la gorge, c'est qu'on n'a rien fait. On avait une supériorité numérique, on avait une double supériorité numérique. On s'est contenté de jouer qu'avec des raids individuels, sans aucun esprit collectif. On n'a pas respecté l'adversaire, je pense, ce soir. C'est presque ce qui est le plus grave pour moi. Parce que quand on est à 11 contre 9, respecter l'adversaire, c'est jouer et non pas faire ce qu'on a fait en deuxième période. Écoutez, je ne l'ai pas entendu, donc vous me le dites, vous êtes là pour ça. Évidemment, on va mettre ça sur le dos de l'énervement, parce que les Corses sont nos amis dans la vie de tous les jours, donc il m'étonnerait fort qu'on lui laisse reproduire des intentions qui ne sont pas de bonnes intentions. Et de la même manière qu'il m'arrive quelquefois de dire des choses que je ne pense pas vraiment, je pense que voilà, il faut lui donner le droit aussi à s'être emporté, s'être trompé. Et j'imagine qu'on ira en Corse dans de bonnes conditions, parce que la Corse est trop belle et les Corses trop sympas pour que, en fait, les choses se passent comme ça. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des élections samedi et que j'espère qu'ils vont voter pour moi. Je dis ça parce que je sais que les conditions étaient difficiles pour eux. Et voilà. Mais bon, ceci étant, c'est malheureusement quelquefois dans d'autres clubs aussi difficile de gagner à la Loyère. Difficile, oui, pour Jean-Michel Aulas. De temps en temps, il s'emporte. Ah bon? Il s'emporte, le président lyonnais. Oui, après, ça arrive. Bon, il faudra que Lyon... Il faudra que ça soit des hommes quand ils vont aller du côté de Bastia pour le match retour. En tout cas, ils seront attendus sur le terrain. Ils prévoient le Smecta surtout. Oui, c'est ça. En attendant, ils ont 2 matchs importants avec des champions par la suite. Oui, puis on espère en tout cas qu'il va falloir qu'ils élèvent en tout cas leur niveau de jeu, parce que ça sera contre le Dynamo Zagreb et contre le FC Séville. Donc, surtout Séville, c'est un match très important. Oui, donc ça va être quelque chose. Donc j'essaierai d'être à ce match d'ailleurs. Bon courage contre Séville. S'ils font le même match que hier contre le Barça, Lyon va rien faire. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. C'est sûr que si on voit le Lyon qui a joué en seconde période hier, ils vont pas faire grand chose et ça va être très compliqué pour eux. Allez, un autre match aussi également, un match où il y a eu beaucoup de buts entre Dijon et Guingamp, c'est pas très loin de chez nous, avec des buts pour Dijon signés Varro à la 6e, Diony à la 26e qu'on a reçu il y a peu de temps avant le match de Coupe de la Ligue du FC Sochaux-Montbéliard, Tavares à la 44e, du côté de Guingamp, Marcus Coco à la 32e, Mendy à la 79e et Nil Depot à la 90e, Nil Depot qui marque but sur but, en tout cas du côté de Guingamp pour le moment, j'ai relevé des stats quand même, 27 tirs sur cette rencontre. C'est quand même c'est assez rare que ça soit Ligue 2, Ligue 1. C'est quand même assez rare de voir autant de tirs. 13 pour Dijon et 14 pour cette équipe de Guingamp. 8 cadrés pour Dijon et 6 du côté de Guingamp. 73% de passes réussies et 83% pour Guingamp. Non, franchement, des stats assez énormes et un match fou, parce que c'est quand même Dijon qui menait 3-1 et c'est Guingamp qui est revenu 3 buts partout. On va écouter un peu les réactions. Antoine Comboiré n'est pas du tout content, ce qu'on peut comprendre, et Olivier Dalloglio n'est pas content du tout également. Et écoutez, et vous allez pouvoir juger. Oui, bien sûr, par rapport au résultat, c'est décevant. Je crois qu'il nous manquait 2-3 secondes. C'est quand même difficile à digérer, mais on va le digérer, il n'y a pas de problème. C'est surtout de bien l'analyser. La deuxième mi-temps par rapport à la première, écoutez, il n'y a pas besoin d'être un grand technicien pour voir qu'il y avait vraiment une grosse différence. Cette première mi-temps qui a été de qualité, était vraiment très intéressante. Et puis après, la deuxième, on n'a pas gardé la continuité. Voilà, il aurait été intéressant de garder la même direction. Et il y a encore du travail.
puis sur cette fin de match, effectivement, il nous manque un peu d'expérience pour clôturer ce match, quoi. Parce qu'on doit avoir les 3 points ce soir. Mais bon, écoutez, il y a quelques semaines, c'était Montpellier, c'était de l'autre côté, c'est comme ça, c'est le football. Il se passe beaucoup de choses à Dijon en fin de match. Voilà, c'est comme ça fait du spectacle. Il y a eu des buts. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On voulait que les 2 équipes soient allées vers l'avant, une mi-temps chacun. Voilà. Alors, bien sûr que je suis extrêmement déçu, surtout pour les joueurs par rapport à l'énergie dépensée. Et puis, ils sont mal récompensés. Voilà, ils sont mal récompensés par rapport à cette énergie-là. Mais il va falloir qu'on garde un peu plus de lucidité, nous, sur ces deuxièmes mi-temps. Je pense que tout un chacun des joueurs en fait légèrement moins, un peu moins de lucidité aussi, un peu moins de concentration. Ça fait qu'on garde un peu moins le ballon et puis on est moins dans les consignes, quoi. Voilà. La première mi-temps était vraiment dans les consignes, c'est ce qu'on avait décidé de faire. Ça a été bien fait, ça a été concluant. Deuxième mi-temps, on a oublié les consignes. Pourtant, elles ont été rappelées. Ouais, mais c'était pas du tout l'idée. Hein. Voilà, c'était pas du tout l'idée de gérer. On n'était pas là pour gérer du tout le résultat. Puis je pense que les joueurs n'étaient pas partis dans cette intention-là non plus de gérer. Et puis non, c'est surtout d'autres tactiques par rapport à ce qu'on avait prévu. Passer sur un jeu beaucoup plus court, sur des passes courtes, et puis après repasser par Baptiste sur des dégagements qui étaient pas précis, etc. C'est pas du tout ce qu'on avait demandé, notamment quand on repartait de derrière. Donc on était parti sur autre chose et ça n'a pas été vraiment respecté, donc on l'a payé. Hein, voilà. On l'a payé. On est là pour apprendre aussi. En même temps, il faut rester positif. On est sur une série où ça fait quelques matchs qu'on n'est pas battu. On recevait une belle équipe de Guingamp qui était sur quand même une super dynamique. On les a vraiment bougés sur la première mi-temps. Après, il nous manquait quelques secondes. Je pense que celle de Rennes, je vais te dire, ouais, celle de Rennes était aussi intéressante. Celle-là, ouais, était accomplie. Surtout, on l'avait bien bossé. Ouais, je trouvais qu'il y avait de l'allant, il y avait en plus avec de la finition. Donc c'était, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Je pense que c'est une des meilleures mi-temps que l'on ait faites là sur cette saison. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les 2 mi-temps, et notamment sur ce début même de deuxième mi-temps où voilà, on ne peut pas dire que là c'est déjà la fatigue, quoi. Voilà, c'est une décompression des joueurs. Je pense qu'il nous manque un peu de maturité aussi là-dessus, des garçons à l'intérieur qui prennent le relais, qui sentent les coups, etc. Ça nous a manqué un petit peu. Oui, Loïs aussi, ouais. Ben, en fait, on avait moins de poids depuis un bout de temps, quand même, moins de poids. Parce qu'en fait, on n'a pas respecté ce qu'on avait demandé. Donc, ça part plutôt de derrière, avec de derrière, des milieux défensifs. On n'a pas demandé du tout de repartir sur du jeu comme ça. Voilà. Et je pense qu'après, mes 2 attaquants ont beaucoup travaillé. Donc, on savait qu'ils n'iraient certainement pas au bout du match. Maintenant, ils ont donné le maximum. Mais ouais, moi, là où je suis frustré un petit peu, c'est sur le côté tactique. Ouais. Voilà, on a entendu Olivier Dalloglio qui n'était pas forcément satisfait. C'est sûr, quand on mène 3-1 et qu'on se fait reprendre en fin de partie. Voilà, on est frustré, mais c'est vrai que cette équipe de Dijon est promue en Ligue 1. Donc, ce sont des joueurs qui pour certains, n'ont pas de vécu en Ligue 1. Donc, ils apprennent. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours frustrant quand on se fait rejoindre comme ça en fin de partie. On a connu ça à Sochaux, on sait, hein, notamment contre Brest, et on a encore du mal un peu à s'en remettre. Tu veux dire que parfois on préfère perdre 4-0 d'entrée ? Non, pas perdre, mais je veux dire, quand tu mènes 3-1 puis que tu te fais rejoindre à la 87e et 90e, comme a fait Sochaux contre Brest, hein, on menait 2-0, on a fait un super match, et puis à la fin, tu prends 2 buts dans les arrêts de jeu, hein, je crois que c'était 92e et 94e. Ouais, là, tu prends un coup sur la tête, mais attention, parce que moi j'ai l'impression que ça flotte toujours un peu dans les têtes sochaliennes, donc il faut espérer que pour les Dijonnais, ça reste pas. Voilà, faut se projeter tout de suite sur le prochain match en tout cas. À l'inverse, quand c'est ton équipe qui fait ça, qui revient à la 87e, 90e, voilà, t'applaudis. T'es bien content. Hein. T'applaudis, c'est génial. C'est des sacrés suspens, mais bon, c'est comme ça en tout cas.
On parlera de Sochaux tout à l'heure parce qu'il y a des choses à dire. Allez, on passe cette fois-ci du côté de Nantes. Bon, vous avez vu ce match avec Toulouse qui avait ouvert le score par Bressweiss à la 36e sur penalty. C'est Stepinski qui a égalisé à la 90e. Mais il s'est passé des choses qu'on n'aime pas forcément voir, avec des échauffourées, notamment du côté de Montpellier-Marseille. Il y a eu des échauffourées aussi du côté de Bastia-OL, enfin OL-Bastia plutôt. Et puis là, cette fois-ci, ce sont carrément des supporters qui sont rentrés en tribune présidentielle du côté de Nantes, à peu près 200. Et on va écouter un peu ce que dit justement Valdemar Kita, le président de cette équipe de Nantes, qui a eu peur, bien entendu, on l'imagine. Président, il y a eu une réaction des CRS, heureusement, mais on a vu un mouvement terrible, des jeunes cagoulés. Selon vous, ils venaient après vous ? Oui, je pense, parce que de toute façon, ils ont, insulté presque pendant 90 minutes, mais ça dure depuis 10 ans, et puis personne n'a réagi. Il y a des gens de haut placés, il y a la préfecture, il y a la police, on sait qui c'est. Aujourd'hui, malheureusement, ils manifestent parce qu'on joue peut-être pas bien au football, mais je pense que je joue pas au football, je suis pas l'entraîneur non plus. Je suis là que organiser le club le mieux possible. Je pense que j'ai fait un peu de preuve à ce sujet-là. Dès qu'on perd, tout de suite, on se prend à moi. Dès qu'on gagne, c'est les autres qui sont bons. Ça ne me dérange pas, mais je ne peux pas m'arrêter comme ça, je dirais d'une certaine façon, de dire, il y a quelques 20 personnes qui attirent 100 d'autres personnes et que je dois tout arrêter. Vous dites que ça fait 10 ans que ça dure, mais là ça devient de plus en plus virulent. Président, il n'y a rien de dégradant. Avez-vous peur ? Non, je n'ai pas peur. Vous savez, ils vont me tuer alors. Donc comme ça, la police et puis le préfet, il aura peut-être quelqu'un sur la conscience. Ils vont toucher à ma famille. Bon, s'ils touchent à ma famille, ça va être autre chose, parce que là, si je ne suis pas mort, il n'y a pas de problème. Parce que malheureusement, il ne faut pas parler de l'accident grave qui puisse arriver. Là, vous avez préparé vos arrières, vous allez être escorté, etc. Vous êtes en train de préparer un dispositif de sécurité envers votre personne ? Oui, bien sûr, mais vous comprenez bien que c'est pas une vie, c'est pas comme ça qu'on construit, c'est pas comme ça qu'on se fait plaisir, mais aussi en même temps, je peux pas me permettre de lâcher tout et donner raison, parce qu'on voit très bien, il y a certains clubs qui sont disparus pendant plusieurs années. Vous avez Strasbourg, vous avez Auxerre aujourd'hui qui est aussi en difficulté. Il y a plein de clubs qui étaient en difficulté, donc il faut pas non plus lâcher, je dirais à un certain moment, des gens qui travaillent ici, qui essaient de faire des choses. Encore une fois de plus, je ne joue pas au football, je n'entraîne pas, j'essaie de donner tous les moyens pour que ça marche bien. J'essaie de prendre des gens compétents. Je suis choqué pour vous, Président, parce que vous dites on sait qui c'est, mais qui sont ces gens ? Mais ce sont des petits voyous que je pense aussi, il y a l'alcool, il y a aussi sûrement la drogue, parce qu'on sait qu'ils sont là et que malheureusement, on a les photos. Ils étaient là aussi avant que j'arrive, ils sont toujours là et qu'ils ont essayé de m'impressionner par tout ce système de bagarre qu'ils ont fait chez moi, qu'ils ont fait, il y a plaintes à la police qui étaient faites depuis des années. On a un problème, comment sont-ils rentrés dans l'enceinte du stade alors ? Mais parce que c'est des gens qui sont, qui suivent le match pendant 90 minutes. Je pense qu'à un certain moment, ils se donnaient un mot d'ordre de 5-10 minutes avant la fin du match, si jamais on perd ou qu'on n'a pas de bons résultats, qui attaquent la direction. Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que on n'est pas assez bien protégé, même si la police a tout de suite bien réagi. Sincèrement, ils font leur boulot, la police, mais c'est pas la police qui rentre et qui va se bagarrer. C'est là-haut qu'il faut quand même prendre des décisions. J'extrapole, Président, mais il y a eu des interdictions de stade à Paris, par exemple. On n'arrive pas à les mettre en place à Nantes ? Non, malheureusement, il n'y a pas à Nantes. Donc, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Est-ce que c'est une manipulation ? Est-ce que les gens font exprès ? Moi, je pense sincèrement qu'à un moment qu'il n'y a pas un accident très grave, peut-être même mortel, peut-être on réagira. Et je ne suis pas encore convaincu parce qu'une personne de plus, une personne de moins, tout le monde s'en fout, quoi. Merci. C'est des propos quand même assez graves. C'est sûr que moi j'ai vu les images en direct, j'ai regardé un petit peu cette rencontre, j'ai regardé un peu le multi-Ligue 1 et ils sont venus tout de suite. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Après peut-être qu'il y a des problèmes de gestion dans le club, peut-être que ça vient aussi du président, mais
Non, je pense que c'est des images. On ne devrait pas voir ça déjà dans les stades de football. Après, je ne sais pas quel est votre avis justement. Vous allez me donner un peu votre sentiment. On ne sait pas comment réagir face à la violence, à sa place. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va parce qu'on n'a rien à faire avec des gens violents. D'un autre côté, si on s'en va, c'est qu'on cède à la pression. Donc c'est un peu leur donner raison, quoi. Si on cède pas, qu'on a une famille, c'est toujours compliqué. Oui. Et puis, dans un sens, c'est une minorité, mais dans un autre sens, une minorité de 200 personnes, c'est une sacrée minorité quand même. Donc, c'est vrai que c'est compliqué comme position, quoi. Oui, et puis après, il faut faire attention parce que c'est quand même l'actionnaire, c'est lui qui a emmené de l'argent. Après, c'est sûr qu'il a peut-être fait des erreurs également, mais bon, je ne pense pas non plus que ça vaut qu'on se fasse courser dans le stade. Il n'y a aucune erreur qui légitime la violence. Et puis, ce qu'il ne faut pas que les supporters oublient quand même, c'est quand même qu'à un moment donné, le FC Nantes n'était pas bien. Personne ne voulait racheter le FC Nantes. Il est arrivé. Le FC Nantes est en tout cas remonté en Ligue 1. Donc, c'est quand même grâce à lui aussi, grâce à son argent. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi respecter les actionnaires. Ça me fait penser un peu à l'époque Margarita Dreyfus, puis Robert Louis Dreyfus, qui se faisait insulter dans le stade. Ça, c'est quand même pour moi une honte qu'on fasse ce qu'on veut. Mais bon, quand on injecte de l'argent dans un club, il y a un minimum, je pense, un minimum de respect à avoir. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon sentiment. Il y a une... Pardon, il y a une. Quand on n'est pas d'accord, on peut l'exprimer autrement. Quand on n'est pas d'accord, on peut l'exprimer. Alors parfois, selon les cultures, ça peut être exprimé de manière plus ou moins virulente. Voilà, c'est dans un stade, c'est normal de crier et puis oui, voilà. Après, quand on en vient à la violence et aux menaces, aux vraies menaces, c'est autre chose, je trouve. Les banderoles, je mets des guillemets, insultantes. Parfois c'est. On va dire, c'est un contexte particulier. Il y a des insultes qui ne sonnent pas vraiment comme des insultes, mais il y a des insultes si elles sont vraiment menaçantes, qui sont, si c'est des vraies menaces, là, c'est un autre niveau. On est d'accord. Tu parlais de Louis Dreyfus, ils étaient arrivés quand l'OM était encore en D2 en 96, juste après l'ère tapis, donc. Oui. Puis là, ils ont. Maintenant que Margarita Louis Dreyfus est partie, c'est pour laisser la place à Franck McCourt maintenant. Oui. Après, il y a un nouveau Espérons propriétaire. Que le nouveau propriétaire sera bien apprécié des supporters de l'OM maintenant. Espérons qu'ils mettent de l'argent surtout. Surtout aussi, oui. En tout cas, il a dit qu'il allait en mettre. Après, les intentions sont bonnes en tout cas. En plus, on va rebondir là-dessus. En plus, c'est vrai que l'entraîneur Rudy Garcia veut lui un nouvel attaquant et un nouveau défenseur central. Donc, on va voir s'il va pouvoir débourser. On verra au mois de janvier. Donc, Oui, c'est vrai qu'il avait envie de débourser de l'argent, mais bon, on verra. Allez, d'autres résultats également en Ligue 1 avec Bordeaux qui avait battu cette pauvre équipe de Lorient. Lorient dernier de la Ligue 1, 2-1. Et but de Camano à la 28e et de Diego Roland à la 73e. Un très beau but de l'attaquant bordelais. Et c'est Prior qui avait en tout cas réduit le score, enfin égalisé plutôt pour l'équipe de Lorient. Mais Prior, c'est en tout cas le gardien bordelais. Exactement, c'était un but contre son camp. Allez, Lorient qui a fini à 10. Oui, qui c'est qu'on a oublié ? Angers qui a battu Lille 1-0. L'équipe de Lille, c'est pareil, 18e de Ligue 1. Et c'est Angers grâce à Famara Diédhiou, avec ce joueur de Sochaux, qui a marqué à la 54e minute de jeu. Tout va bien pour les anciens Sochaliens, en tout cas en Ligue 1. Oui, tout va bien. Alors avec Caen également, Caen qui recevait Nice. Alors est-ce que Nice est toujours invaincu ? Eh bien non, Caen a battu cette équipe de Nice grâce à un pénalty à la 42e d'Ivan Santini. D'ailleurs, on va justement écouter les réactions entre le match Caen-Nice. Alors, je ne suis pas sûr qu'on les ait. Ah, je ne te les ai pas mis. Non, je ne les ai pas. Je ne les vois pas. Réaction Caen-Nice, je n'ai pas. Bon, c'est pas grave alors. J'ai dû zapper. Allez, on va passer du côté. Il y avait Metz-Saint-Etienne aussi également. Ça a fait 0 partout alors que les Stéphanois étaient réduits à 10 contre 11. Et le grand match de la soirée, c'était Paris Saint-Germain-Rennes avec un Paris Saint-Germain que l'on retrouve. Ça y est, on a l'impression que les Parisiens se sont réveillés avec 4-0, des buts de Gelson Fernandez, 31e contre son camp. Bien sûr, c'est un joueur du Stade Rennais. Edinson Cavani à la 42e, Adrien Rabiot, 67e, et Marco Verratti, 79e. On va écouter tout de suite l'entraîneur Unai Emery de cette équipe Paris Saint-Germain, suivi de Marco Verratti, de Thiago... vous allez m'aider. Silva, je pense. Thiago Silva, voilà. J'étais parti sur Thiago Motta, mais non. Silva, et ensuite ce sera Adrien Rabiot qui fermera la marche. Écoutez les réactions. Il a marqué son premier but. Toutes les matchs sont difficiles. Il a commencé, Stade Rennais a commencé bien. Il a joué un 4-4-2 avec une équipe bien positionnée sur le terrain.
Et pour nous, c'est la patience, la tranquillité avec le ballon. Et après, pour faire l'attaque, l'attaque offensive contre lui. Et je crois qu'après, il passe les minutes pour le match. Nous avons fait le premier but, après le deuxième. C'est la confiance et la tranquillité pour jouer. Et après, je crois que la deuxième mi-temps, nous avons continué beaucoup avec la constance pour les matchs, avec l'intensité et avec la vitesse des matchs avec le ballon. Et je crois que les 4-0, c'est un bon résultat pour les supporters, pour nous, pour la confiance et pour faire un match un peu plus complet que nous voulons. Oui, sûrement, de marquer des buts, il fait toujours plaisir. Sûrement, c'est pas vraiment mon travail et il passe pas beaucoup de fois. Et quand il passe, je suis content. Mais aujourd'hui, je suis content surtout pour la victoire, pour la prestation. Il faut un match comme ça pour la confiance, surtout pour tous les joueurs. Et marquer des buts pour eux, c'est très bien. Et aussi sur le classement parce qu'on est rapproché un peu de Nice. On avait parlé aussi avant le match, on avait dit que dans cette plan ici, on était déjà très bien parce que aussi on ne prend pas de buts, mais on ne donne pas beaucoup d'occasions à l'équipe adverse. Et ça, c'est un travail qui commence dans l'attaquant et finit pour les défenseurs. On est toujours avec cette mentalité. C'est très bien parce qu'après, je sais qu'on va améliorer dans les plans offensifs parce que aussi dans l'autre match, on a créé beaucoup, mais on n'a pas marqué. Aujourd'hui, on a marqué. C'était un match très bien dans la phase offensive aussi dans l'offensive. Oui, c'est ça. On a trouvé l'équilibre qui nous donne la possibilité de rester bien dans le match. Aujourd'hui, je pense qu'on a donné juste une occasion la première mi-temps que Max il était devant pour prendre le ballon. Et la deuxième mi-temps, je ne me rappelle pas d'une situation. Et ça, je pense que c'est l'équilibre que le coach demande souvent. Et aujourd'hui, on a bien compris, on a bien joué. Et surtout, on a été agressif pour marquer des buts. Et la chose qui c'est important, c'est ça, l'agressivité, qu'on a la possibilité de marquer 1, 2, 3, comme aujourd'hui, 4 buts. C'est important parce que ça donne de confiance pour la suite. C'était dans l'ensemble un très bon match. Et voilà, en plus pour moi, un but. Donc voilà, après la nouvelle jeudi, voilà, je finis d'une bonne manière avant d'aller en sélection et c'est bien. Le coach rappelle souvent la notion d'équilibre. Dans une équipe, c'est vraiment très important et on l'a bien respecté ce soir. Voilà. Malgré le fait qu'on ait marqué pas mal de buts et qu'on ait eu pas mal d'occasions, et on aurait même pu aggraver le score, mais on a bien défendu et nous l'avait répété à la mi-temps de surtout pas prendre de buts. Voilà, chez nous, c'est vraiment important d'être solide et voilà, de montrer que pour venir mettre un but ici, c'est compliqué. Et on est sur une bonne lancée, donc il faut continuer comme ça. Bah oui, il faut continuer comme ça. En tout cas, le Paris Saint-Germain semble bien lancé. Et puis avec la défaite de Nice également, en tout cas, ça permet un rapproché au classement avec Nice qui est toujours en tête. On n'a pas parlé aussi. Un autre résultat, Monaco qui a quand même explosé cette équipe de Nancy, surtout en fin de match. 6-0 avec des buts de Falcao 25e, 30e, un doublé pour lui sur penalty. Avec également Mbappé à 65e. Et ensuite, c'est le festival Carrillo 87e, 90e et Fabinho 90e sur penalty. Cette équipe de Nancy a craqué en fin de match. C'est une bonne semaine pour l'AS Monaco qui avait gagné en Ligue des Champions déjà mercredi dernier. Oui, c'est ça. Allez, Leonardo Jardim a pas dit, je crois que j'ai vu, on a construit une équipe de manière intelligente ou intelligemment. Une sorte de pic envers le PSG qui a acheté à tout va de manière à coup de millions, quoi. Oui, c'est pareil. C'est vrai que Monaco a commencé comme ça, à acheter, à mettre des grosses sommes sur James Rodriguez, Falcao également. Et Falcao est revenu avec quelques mésaventures. Mais je pense que Monaco est revenu dans un système où ils ont vu que c'était pas forcément pérenne de mettre beaucoup d'argent sur un joueur, mais plutôt que d'acheter des joueurs à peut-être 5-10 millions, de les faire venir. Et une fois qu'ils vont avoir un peu plus de plus-value, de les revendre. Et je pense qu'ils ont changé un peu d'optique complètement. Oui, c'est ça. Prendre un rythme plus normal. Et puis après, qu'ils aient les fonds, ça fait que aider, mais pas faire n'importe quoi. En tout cas. Oui, voilà, prendre des jeunes joueurs en devenir et justement les façonner un petit peu. Et puis, voilà, comme un diamant. Comme un diamant, on le façonne, on le fait briller. Et puis ensuite, on le revend au plus cher. Et je pense qu'ils sont revenus sur quelque chose qui, moi, me paraît
paraît mieux, mais bon, après, moi, je pense que la formation est toujours la base de tout, mais après, ils vont chercher justement des jeunes joueurs et ils les forment également parce qu'ils ont des centres de formation un peu partout dans le monde, Monaco. Ils vont chercher en Afrique, au Portugal, ils vont un peu partout, donc je pense que c'est plus pérenne pour moi à l'avenir. Allez, on va parler également de cette histoire justement du Marseillais qui s'est trompé, justement, qui s'est trompé, qui s'était rendu à l'aéroport. C'était Leia Iseka. Et vous allez écouter ce que dit justement Roland Courbis. Bon, moi je le rejoins un petit peu. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça arrive. Pour moi, ça. J'espère que cette anecdote-là du jeune qui s'est trompé, j'espère qu'on nous cache quelque chose et que c'est pas la vérité. Parce que si le mec il se trompe, il va à l'aéroport de Marignane, on le punit pour ça. Si par exemple il rentre de boîte, qu'on l'a vu la veille ou la veille à 4h du matin, d'accord, mais le mec, c'est une discipline de le punir, d'aller à Montpellier avec en plus l'absence de Gomis, parce qu'il a été à l'aéroport de Marignane. Vous trouvez ça trop sévère, Roland ? Trop sévère, mais catastrophique et scandaleux. Mais normalement, ça doit se régler avec une boutade en lui disant, bon, tu pensais qu'on allait de Montpellier de Marseille à Montpellier en avion. Bon, essaye quand même de faire un petit peu des progrès en géographie. Tu lui mets une tape derrière la tête, et celui qui est responsable, si ça existe encore, de la caisse, tu dis, oh là, lui, triple amende, et tu l'amènes à Montpellier, déconnons pas quand même. Ça, c'est quoi? C'est faire preuve de discipline, mais c'est pas de la discipline, moi, ça. Excusez-moi. C'est surtout, nous qui connaissons un peu l'itinéraire, en partant de la commanderie pour aller à Montpellier, tu passes à Marignane, ils pouvaient le rattraper. Au moins, il était sûr de ne pas le rater, il était là en avance. Eric Roland, il a raison. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, le gamin qui connaît pas, qui vient quand même il était en Belgique l'année dernière. En Belgique, c'est ça. Donc, il connaît pas la carte de la France, il sait pas forcément où est situé Montpellier, et que c'est une habitude. Depuis le début de saison, ils prennent l'avion à chaque match extérieur. Le mec, il a même pas regardé. Il a 18 ans. La truc, c'est dit à la limite, il se réveille pas, chose qui peut arriver. Ok, mais le mec, c'est pas qu'il se réveille pas, c'est pas qu'il est sorti, c'est pas qu'on l'a vu sous dans une boîte. Il va à l'aéroport et il est puni pour ça. Bah oui, il est puni pour ça, mais c'est scandaleux. A fortiori, je dirais une petite tape derrière la tête et c'est réglé. Il a quand même des sacrés paluches, notre ami Roland Courbis. On va pas me prendre une petite claque. Allez, on passe cette fois-ci au classement de la Ligue 1 avec Nice qui est en tête avec 29 points. Derrière Monaco 26. Et garde-le. Non, c'est pas ça. C'est le PSG qui est 3e avec 26 points. 4e Guingamp 21 points. Avec Bastia qui est 17e en fin de classement, 18e Lille, 19e Nancy et 20e et dernier cette équipe de Lorient qui n'y arrive pas. Au classement des buteurs, Cavani premier 11 buts, Lacazette 10 buts et Alassane Plea 3e avec 7 buts. Allez, on passe cette fois-ci à la Ligue 2, petit jingle et puis bien sûr le FC Sochaux-Montbéliard en même temps. La Ligue 2. Allez, on passe à la Ligue 2. On va déjà vous donner les résultats. Ensuite, on prendra l'auditeur qui est en ligne. Alors, il y avait déjà des matchs ce vendredi avec le Gazec Ajaccio qui a battu le Red Star 2-1. Nîmes Clermont Foot 1 partout. Bourg-Péronas Orléans 0 partout. Brest est allé s'imposer du côté de Tours avec un ancien Sochalien qui a marqué Julien Foussurier à la 36e. Le Havre s'est imposé à Laval 2-0, ce qui a fait que le Stade Lavallois a perdu son entraîneur Denis Zanko qui a été remercié. Et apparemment, on aurait trouvé un successeur qui serait... une rumeur qu'il y aurait Marco Simonet à sa place. J'ai vu ça dans l'équipe de ce matin. On verra. Allez, 3 qui a battu Valenciennes 2-0. Amiens-Auxerre 0 partout avec un Auxerre Aubragnac qui a signé pour un salaire de 40 000 € par mois, ce qui est quand même pas rien, donc c'est important. Et également, il y a également Strasbourg qui s'est incliné sur son terrain face à Reims 2-1, le même score qu'il avait infligé à Sochaux la semaine dernière. Et le FC Sochaux-Montbéliard, on y vient, au FC Sochaux-Montbéliard qui s'est incliné à Niort 2-0. Alors pour revenir sur cette rencontre, on va en parler avec l'auditeur qui va nous rejoindre. On va justement le prendre en direct et on va discuter avec lui de cette défaite des Sochaliens, la deuxième d'affilée. Donc, allô, il y a quelqu'un? Oui, moi c'est Guillaume. Ah, c'est plus Guillaume. C'est Bernard et puis Guillaume. C'est Fred. C'est Frédéric maintenant.
Ah, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas? Non, mais Guillaume est parti voilà, pour des raisons professionnelles. Il a donc quitté l'émission, mais bon, c'est pas un adieu, ce n'est peut-être un au revoir. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de réussite dans son projet, en tout cas. Et bien sûr, on est toujours en contact avec lui, bien évidemment. Alors Bernard, comment tu as trouvé ce match face à cette équipe de Niort qui nous a battu 2-0? Ah bah oui, moi je dirais mauvais choix de coach Cartier, quoi. Bah oui, il le dit, on va l'entendre dans la conférence de presse tout à l'heure. Parce que moi je mets sur un match comme ça, moi je mets Ramari et puis Ogier d'entrée de jeu, quoi. Oui, moi aussi, on est d'accord. Sur un match comme ça, quoi. Sachant qu'il était prévenu, parce que Niort c'était 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Oui, c'est vrai, c'était 4 victoires sur les 5 derniers matchs, comme tu le dis. Et puis c'est vrai que cette équipe, pourtant cette équipe de Niort marque au moment où Sochaux dominait un petit peu quand même, dominait, mais ils se sont fait prendre en contre avec le joueur Sambia qui se retrouve au milieu de 3 Socholiens qui sont un petit peu amorphes sur le coup, un centre et Endo, Dona Endo, se jette. Et puis il marque côté de l'erreur de défense également. Mais c'est vrai que oui, on n'a pas compris les choix d'Albert Cartier sur ce coup. Mais on va l'entendre dans la conférence de presse tout à l'heure. Et voilà, il dit que celle-là, c'est quand même pour lui. Parce qu'il aurait dû faire d'autres choix. Il est 100% responsable. Hein. Oui. C'est oublié. Bon, après, ça n'empêche qu'on l'aurait peut-être perdu également. Hein. C'est pas forcément. Mais bon, on se met quand même une épine dans le pied. Oui, génial. Mais sur le premier but, c'est la même erreur que face à Strasbourg, hein, c'est pareil. Hein. Pareil, c'est la même, on est d'accord. Ils sont 3 à côté de lui, il court, il n'y en a pas un qui le tacle, quoi. Oui, c'est ça, on est d'accord. Il n'y en a pas un qui le tacle. Et puis le gardien de Sochaux, Prévost, il doit sortir, il voit la balle passer devant lui. Je sais pas, moi, il essaie de la tacler au pied, ou alors on la prend dans la main. Sur le deuxième but ou sur le premier? C'est le premier. C'est le premier, oui. C'est le premier, c'est vrai il met son pied en opposition. Bon, c'est vrai que c'est difficile. C'est une erreur collective, de défense. Hein. C'est vrai que tout le monde est un peu à l'arrêt. Hein. Sur le deuxième, c'est une partie billard. Hein. Sur le deuxième, je pense qu'au départ du ballon, Maxence ne voit pas le départ du ballon. Je pense qu'il est caché. Oui, il est masqué. Il est masqué. Je crois que c'est Fuchs qui le marque. Oui, c'est ça. Il est marqué par Fuchs. Voilà, il y a toute une ribambelle de joueurs devant lui et c'est vrai que je pense qu'il ne voit pas le départ. En plus, la balle, elle rebondit juste devant la ligne, ce qui est très dangereux pour les gardiens. Bravo à cette équipe de Niort qui a su marquer dans les beaux moments. Puis en deuxième, on n'a pas su revenir. On a vu une équipe sochalienne qui est passée complètement au travers. Ah oui, c'est sûr. Un non-match. Mais c'est dommage de perdre le match-là, parce qu'ils ont perdu. Je crois qu'ils ont perdu 3 places oui, on est passé de la 8e à la 11e place. Oui, c'est ça, 11e, ouais. Maintenant, il va falloir cravacher pour remonter. Il va surtout se concentrer pour la Coupe de France. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec le défenseur de cette équipe du CA Pontarlier qui attend bien sûr les Sochaliens de pied ferme. Attention, parce qu'on les a vus jouer ce samedi au Stade Léo-Lagrange contre le Racing Besançon, cette équipe de Pontarlier, et je pense qu'elle va donner du fil à retordre à cette équipe sochalienne. Il va falloir être très concentré, très sérieux du côté de Sochaux pour pouvoir passer ce tour, car c'est une belle équipe Pontarlier. Mais c'est ce que je disais avec les collègues ce matin au boulot. C'est là qu'on voit que l'importance de Florian Martin qui n'est pas là. Oui, c'est vrai qu'on a aussi Olivier Werner depuis le début de saison. On a des blessés, mais bon. Après, on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas épargné par les blessures. Oui, on n'est pas épargné. Après, c'est aussi aux joueurs. Alors après, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est vrai qu'on n'est pas épargné par les blessures. Bon, après, tous les clubs ont des blessés tout au long de la saison. Après, est-ce que nos jeunes joueurs sont capables, justement, c'est la question, est-ce que nos jeunes joueurs sont capables de suppléer l'absence de joueurs importants pour le moment? C'est une question qu'on peut se poser également. Et sans doute, il va falloir, si on veut faire quelque chose, recruter au mercato. Mais ça, c'est à l'actionnaire. Et l'actionnaire, on l'entend peu en ce moment. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas si, on sait pas trop. C'est compliqué avec lui. Donc, le souci, il est là pour le moment. Mais après, c'est. Oui. Je fais quand même un petit. Moi aussi, je pense que Guillaume il écoute cette émission. Je lui fatigue beaucoup. Hein. Oui, il nous écoute, Guillaume, du côté de Bar-le-Duc, assis sur son transat du côté de la piscine des sports de Bar-le-Duc.
dans son hôtel, je pense. Parce que là, Ouais. il se prépare pour le prochain match, sans doute. Ouais. Oui, on le salue aussi, Guillaume. Oui, j'espère qu'il viendra quand même de temps en temps au Bonal, quand même. Oui, après, c'est sûr que Bar-le-Duc, Sochaux, c'est pas tout près. Mais oui, on va le recroiser du côté de Stade Bonal. Il reviendra ici aussi à la radio. De toute façon, la porte est ouverte, il n'y a plus de serrure. Donc tout le monde peut rentrer. oui. Il n'y a pas de suite. Alors, tous ceux qui veulent, je passe, on en profite pour passer. S'il y a des gens qui veulent venir en studio avec nous, discuter avec nous de football, de sport en général, parce qu'on ne parle pas que football, on parle un peu tous les sports. Et qui viennent, en tout cas, maximum 2 personnes, parce qu'après, on va être obligé de pousser les murs. Mais. Bon, Bernard, on va te laisser et puis on va te souhaiter une bonne soirée. Et puis, Encore oui, je voulais dire une petite information, ce qu'il parlait Fred Cavassi tout à l'heure. Marco Simonet, oui, j'ai entendu les informations à 13h, il serait en négociation avec le Stade de la Malheureux, apparemment. Écoute, c'est ce que je disais, oui. On verra, oui, c'est ce que disait Fred. Tout à l'heure, voilà. C'est ce que disait Fred tout à l'heure. C'est Fred Fitch qui disait ça tout à l'heure. C'était J'ai moi. entendu au poste sur RTL à 13h, c'est pour ça que je donne l'information. Oui, Fred. Moi, je suis sur l'équipe ce Frédéric, matin. Donc. Frédéric Fitch nous l'avait donné tout à l'heure, donc on verra si cette information est confirmée ou pas. Bonne soirée, Bernard, et puis à bientôt. Jeudi, je pense. Il n'y a pas. Voilà, là, on va aussi en parler. Il n'y a plus d'émission le jeudi. On fait une émission seulement le lundi de 18h à 19h30 pour le moment. Après, on verra si on recule l'émission ou pas. Mais non, plus le jeudi parce que c'est quand même c'est beaucoup de travail. Et, c'est bien. Donc on est bénévoles, donc ça représente une somme importante de travail. Donc, mais par contre, l'équipe, en tout cas, l'émission va être condensée. Vous retrouverez la même chose que vous aviez le jeudi. Voilà, on aura toujours un joueur de l'équipe extérieure qui viendra rendre visite aux Sochaliens à Bonal, qu'on recevra. Mais ça se fera le lundi, suivant les communications des clubs. Il faut gérer tout ça. Voilà. J'appellerai lundi prochain. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. À bientôt, Bernard. Et puis allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, juste pour donner quelques petites stats de cette 14e journée. Alors, à savoir, les séries en cours, 3 victoires consécutives pour cette équipe de Niort qui nous a battus. 6 victoires aussi consécutives à domicile pour Reims. Reims qui marche bien dans son stade, en tout cas. 2 victoires consécutives aussi à l'extérieur pour cette équipe de Brest. 9 matchs sans défaite pour Nîmes. Les Crocos nîmois remettent ça. Et puis ensuite, 7 matchs sans défaite à l'extérieur pour cette équipe aussi de Brest. Voilà, dans les flops, on va dire 3 défaites consécutives pour l'équipe de Valenciennes, 7 matchs sans victoire pour Orléans, 3 matchs sans marquer également pour Amiens, 2 défaites à domicile pour l'équipe lavalloise. Donc, ça tombe bien. Si Marco Simone arrive du côté de Laval, il va avoir un peu de travail pour remettre Espérons qu'il machine réussisse en route. un peu plus qu'il faisait à Tours, de ce qu'il faisait à Tours la saison dernière. C'est vrai que pour le moment, oui, il n'a pas forcément trop réussi dans les clubs où il est passé. On se rappelle du côté de Lausanne. En Suisse, Puis à Tours, du côté de Tours, ça n'a pas été fameux. Bon, après, on sait qu'il y a d'autres choses à Tours qui ne fonctionnent pas très bien. On en avait parlé avec Laurent Aguasi lors de la dernière émission. On affrontera la semaine prochaine le Tour FC, autre parenthèse. Oui, le joueur de Niort, justement, en l'occurrence. Et 7 matchs sans victoire à domicile pour l'équipe de Nîmes. Mais ça, on sait pourquoi, parce que le terrain est dans un état désastreux. Alors, les plus fortes progressions et les plus grosses chutes au classement, c'est le Gazélec Ajaccio avec plus 4 qui passe de la 11e à la 7e place. Plus 3 aussi également pour cette équipe de Niort qui nous double, de la 12e à la 9e place. Plus 1 pour l'équipe de 3, 3 qui était mal parti en début de saison et qui revient fort, de la 5e à la 4e place. Et puis Sochaux, moins 3, on en parlait, de 8 à 11, à la 8e à la 11e place. Moins 2 pour Amiens, la 3e à la 5e place. Et moins 2 pour Valenciennes, la 10e à la 12e place. On va retrouver justement les conférences de presse, ce qu'a dit Albert Cartier et puis Denis Renaud. Donc forcément, cette défaite, elle est difficile, mais je la prends pour moi, pour cette bonne raison que je pense que j'ai pas forcément mis la bonne organisation, pour gêner plus cette équipe qu'il n'aurait fallu le faire. Ouais, mais ça fait partie du foot. Ça. Après, quand on a envie quand on tient à son résultat comme Niort le faisait, l'a fait, on n'a pas envie, on lâche rien, quoi. On a un petit peu de réussite peut-être.
sans cacher le talent et la qualité de l'équipe de Niort, mais on a toujours un petit peu de réussite quand c'est comme ça, parce qu'on s'accroche, on se bat pour garder et maintenir son résultat, et puis tout à fait normalement, on arrive à ne plus prendre de buts. Ce qui n'est pas notre cas pour le moment, puisque nous, là, pour le moment, on tourne à 2 buts par match concédés, alors qu'on était meilleure défense il y a 2 matchs en arrière. Maintenant, on va rentrer un petit peu aussi dans le ventre mou du classement des défenses, qui est pas forcément une bonne chose si on a des ambitions. C'était votre 3e match en 10 jours avec la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous pensez que ça a pesé Ouais, c'est sûr que on n'a pas un effectif pléthorique, mais on a pas mal de blessés. Ça nous coûte. On a des blessés importants, des joueurs cadres qui sont pour le moment qui manquent. On avait le retour d'Adolphe Tequeux ce soir, c'est important, mais après 8 semaines d'absence, c'est toujours difficile de revenir comme ça dans des matchs où il y a autant d'intensité. Mais on ne va pas chercher d'excuses sur le fait qu'on joue tous les 3 jours. Je pense que c'est bien, c'est une récompense pour les joueurs d'être qualifiés en coupe ou de faire des matchs. On va dire que on n'est pas épargné parce qu'on nous colle des plannings et des calendriers compliqués. Alors on va me répondre que si vous voulez pas jouer au foot, c'est simple, hein, vous ne vous qualifiez pas pour la coupe. Maintenant il y a la Coupe de France qui arrive. Moi je pense que non, jouer des matchs ça fait partie du jeu. On aime ça. Le foot amène des émotions. Parfois, comme ce soir, beaucoup de déception, mais aussi parfois beaucoup de satisfaction. Voilà. Avant les sourires, avant le bonheur, dans le football, il y a toujours des larmes. Et il y aura certainement des demains plus positifs pour le FC Sochaux. Mais la première mi-temps, on a été trop insuffisant. Et j'ai ma part de responsabilité, comme je vous l'ai dit, dans cette première mi-temps, en tout cas dans cette non-première mi-temps. La déception, c'est que c'est la 2e défaite consécutive. Oui. Sûrement, ouais, parce que perdre 2 fois, c'est pas vraiment j'aime pas ça et je pense que personne n'aime ça, ni quand on est joueur ou entraîneur. Et forcément, ça va nous ramener dans des positions un peu plus, je dirais, où le manque d'ambition forcément du classement, de la position du classement, va nous amener à revoir aussi pas seulement nos ambitions, mais la qualité du jeu qu'on doit produire. Forcément, parce que quand on est à cette position-là, on revient à des choses beaucoup moins enthousiastes et passionnantes. Mais ça fait partie certainement de notre parcours. On doit grandir. On a un groupe qui est jeune, qui apprend. Parfois, il y a des belles choses et parfois, il y a des choses moins agréables ou moins positives, comme ce soir. Et voilà, oui, il y a des choses moins positives comme ce soir, c'est-à-dire vendredi plutôt. Donc oui, il y a eu des choses plutôt négatives, hein, parce qu'il y a des fêtes au bout. Ça fait, comme l'a rappelé Albert Cartier, celle-là, il la prend pour lui, hein, comme il a dit. Je pense qu'il a fait des mauvais choix en laissant Ogier sur le banc et puis Johan Ramaré sont 2 joueurs qui font un très bon début de saison, hein, surtout en défense centrale. Florent Ogier qu'on avait reçu ici il y a récemment donc fait un très bon début de saison, hein. Il est pour le moment indéboulonnable de cette défense sochalienne. Il est vraiment, il joue toujours juste, c'est vraiment impeccable. Johan Ramaré, lui, c'est un joueur d'expérience. Au milieu de terrain, on avait besoin de lui. C'est vrai que sur ce match, oui, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris les choix qui ont été faits par Albert Cartier, mais il s'en est expliqué en tout cas. On espère que Sochaux va rebondir justement du côté de Pontarlier, mais c'est vrai que au classement, Sochaux dégringole à la 11e place. Bon, c'est sûr, personne n'avait indiqué qu'il y avait d'ambition cette saison. Mais après le bon début de saison de cette équipe sochalienne, on est un petit peu déçu, c'est certain, mais c'est vrai, cette équipe apprend, elle est jeune. Alors il faudra aussi que nos jeunes joueurs se montrent en tout cas qu'ils sont. En tout cas, c'est qu'à troisième défaite de la saison, c'est pas encore deuxième défaite de la saison, c'est pas encore trop grave, quoi. Non, on va pas dire que c'est grave, hein, ça reste que du football, hein, faut pas non plus. Voilà, c'est pas mal, on a déjà fait un bon début de saison. Non, ce qui est important en tout cas, c'est de rester au contact des premières équipes. Et le problème, c'est que si les équipes de devant commencent à se détacher, il faut être là en 6e, 7e place. Être en outsider. Après, on n'a pas, personne n'a dit à Sochaux qu'on jouait à la montée, mais après, quand on a un club qui a évolué longtemps en Ligue 1, on n'a qu'une envie, c'est d'y remonter. Mais après, il faut aussi quelques moyens que l'actionnaire. Il faut préciser que seuls les 2 premiers montent directement en Ligue 1, le 3e est barragiste, contre le 18e de Ligue 1. Donc. 3e est barragiste, mais bon, après, oui, il faut rester au contact des équipes de tête. Et pour le moment, Sochaux
en est loin. Alors, on va vous parler de la semaine d'entraînement pour ceux qui veulent se rendre du côté du Stade Monal, de Wembley ou de Chabot. Ce sera ce lundi à 16h, mardi 16h, mercredi 16h, jeudi 16h. Bon, moi, c'est régulier, c'est tout à la même heure. Toute la semaine à 16h. Vendredi, huis clos. Le samedi, le match de Coupe de France face au CA Pontarlier à 16h30. D'ailleurs, des billets seront en vente mais du côté de Pontarlier ce mercredi. Donc, vous allez sur le site officiel du CA Pontarlier, puis vous regardez, tout est expliqué. Et ce dimanche, retour à 10h30 pour les Sochaliens. Allez, à noter que Marco Ilama arrêtera à écoper de son 3e carton jaune en 10 matchs de compétition face au RC Strasbourg. Donc, le milieu de terrain va être... avait avant ça été averti lors des déplacements au Havre en Domino's Ligue 2 et à Dijon en Coupe de la Ligue. Donc, la commission de discipline, la LFP, a sanctionné Marco d'un match de suspension. Il le purgera lors du 7e tour de Coupe de France face au CA Pontarlier. Et également, après le doublé de Faneva Andriatsima en juillet, août, puis en septembre, c'est une autre recrue estivale qui a été élue. C'est Michael Alphonse qui fait un très bon début de saison. Il a été désigné meilleur joueur socialien du mois d'octobre avec 26% des voix. Il devance Karanovic 16% et Jean de Fuchs 13%, alors que Florin Béranguet 10% et Florian Tardieu, il y a beaucoup de Florent dans l'effectif socialien, complète le top 5. Alors c'est vrai que l'actuel meilleur passeur socialien avec 3 unités comme Florin Béranguet a été auteur en octobre d'une passe décisive contre le RC Strasbourg. Il avait avant cela provoqué le but de la victoire contre l'AC Ajaccio. Et Michael Alphonse recevra son trophée lors du prochain match à domicile le vendredi 18 novembre. Ça sera face au Tours FC. Ce coup-là, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On ne vous a pas donné l'équipe, mais bon, Albert Cartier en a parlé également. On va vous donner juste les résultats du national. Allez, il y avait des matchs ce vendredi avec Épinal-Béziers 0 partout, Quevilly-US Avranches 1 partout, les Herbiers Sedan 3-1. Consola-Marseille s'est imposé du côté du Pau FC 2-0. Dunkerque s'est imposé à Châteauroux 1-0. Créteil a fait de même, Boulogne-sur-Mer 1-0. Lyon-Duchère, Paris FC 1 partout. Belfort qui menait 2-0 grâce à un doublé de balles, 10e, 50e, s'est fait reprendre en fin de match par le CA Bastia. À part deux buts, 2 buts partout, un match nul. Les hommes de Maurice Goldman, c'est pas trop le bon moment en ce moment. On espère que cette équipe va relever la tête rapidement. Et ce samedi, il y avait un match Concarneau-Chambly, 1 but partout. À noter qu'au classement, Concarneau est premier avec 23 points, Dunkerque 2e 21, Châteauroux 3e 21. En bas de classement, on retrouve le Paris FC 12 points, Épinal 10 points, Belfort 17e 10 points et Sedan bon dernier avec 9 points. Sedan, qui était une place forte du football français qui dégringole de plus en plus. Allez, on passe cette fois-ci à l'actualité régionale, au programme régional avec de la CFA2 et on va vous donner les résultats dans le groupe E pour nos équipes comtoises avec Noisy qui a battu Solongé 4-0, le Racing Besançon-Pontarlier 2-1, on vous en parlera quand on y était avec Fred. Sainte-Geneviève a battu 2-0. Ornans-Guignon 1 partout. La réserve de Sochaux a battu Sénart-Moissy 2-0. Mais ça, on en reparlera avec Alexis de Freitas. Ça sera tout à l'heure en fin d'émission. Parce que une émission très riche ce soir. On verra pour la prochaine fois. Comme c'est notre première, on s'est lancé un petit peu à l'aveuglette. Sachant que la semaine prochaine, il n'y aura pas de championnat de Ligue 1. On changera certaines choses. Oui, il n'y aura pas de championnat. Ce sera la Coupe de France. Et Créteil s'est imposé face au BFC 2-0. On regarde le classement avec Pontarlier qui est premier avec 19 points, devant Sainte-Geneviève 19 points et en bas de classement on retrouve 12e le Racing Besançon, Sénart-Moissy et le Besançon FC. Oui, on était au match ce samedi au stade de Lagrange pour suivre le Racing Besançon contre le CA Pontarlier. Et on a vu un beau match avec un premier but de Raphaël Diaz, avec un loupé d'Abacoli dans les premières minutes qui aurait pu ouvrir le score pour cette équipe de Pontarlier. Et ensuite, Pontarlier revient au score sur un coup de pied arrêté, une belle tête de Darocha et ça fait 1 partout. Et ensuite, c'est Pontarlier qui va prendre, l'avantage au score de 2-1. Et c'est finalement en seconde période, les Bisontins vont pousser en fin de match en se procurant beaucoup de coups de pied arrêtés. Mais cette équipe de Pontarlier est très costaud. Et justement, on va revenir avec Raphaël Diaz qu'on a eu à la fin de ce match. On a discuté un peu avec lui. Et ensuite, on retrouvera aussi Jean-Luc Courtet et on en reparlera. On va déjà écouter Raphaël Diaz. Bon, on est avec Raphaël Diaz, milieu de terrain de cette équipe du Racing Besançon. Bon, Raphaël,
Pas trop dur quand même, défaite 2-1 face à Pontarlier. Vous avez inscrit le premier but de cette rencontre. Et ensuite, peut-être un petit peu de déconcentration sur le deuxième, sur l'égalisation de Pontarlier. Ouais, mais forcément un peu déçu parce que on a vu déjà un bon match et une première mi-temps assez mitigée de notre part. On arrive à ouvrir le score par ma part, tant mieux. Et après, derrière, on avait été averti à la causerie du coach que les coups de pied arrêtés de Pontarlier, c'était leur point fort. On se fait avoir sur ça. Et après, derrière, ça nous met un petit coup derrière la tête. Et ensuite, plus compliqué dans le jeu parce que on n'a pas su presser ensemble, on n'a pas su trouver les ingrédients comme en deuxième mi-temps et au final on prend le deuxième but. Et après, on court derrière le score, on fait une bonne deuxième mi-temps, une très bonne deuxième mi-temps même. On méritait mieux, mais bon, c'est comme ça. Oui, avec une fin de match où le Racing a poussé, mais finalement tomber sur une équipe de Pontarlier quand même costaud, hein, techniquement aussi un beau leader en fait. Ouais, non, ils sont à leur place. Je pense que la première mi-temps elle est pour eux, la deuxième mi-temps elle est pour nous. Nous, c'est vrai que la vue qu'on a sur le terrain, un match nul aurait été, je pense, équitable. Maintenant, le football, on sait que ça joue sur des détails. Ce soir, ils ont gagné, ils le méritent. Maintenant, à nous de rectifier le tir et de continuer à faire ce qu'on fait. On a réussi à gagner 2 matchs sur 3. Maintenant, il ne fallait pas s'enflammer. Il ne fallait pas s'attendre aussi à ce qu'on gagne tous les matchs de la saison, mais c'est une déception parce que déjà c'était le derby. Et c'est vrai que d'avoir perdu ne serait-ce que déjà 3 points et 1 point, c'est vrai que c'est une petite déception pour nous. Alors, comment tu te sens physiquement en ce moment? Ouais, je me sens bien. Comme convenu, on fait ce que je dois faire. J'apporte mon expérience à l'équipe. Physiquement, je suis plus que bien. Je me sens bien dans mes crampons, j'ai envie de dire. Et voilà, je prends du plaisir et voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, en espérant de trouver le plus vite un challenge. Mais en attendant, je me plais ici. Le coach et les joueurs sont super avec moi, donc je n'ai pas à me plaindre. En tout cas, moi j'ai vu une belle équipe du Racing qui va de l'avant. Ça change des premiers matchs Ouais. que j'ai vus. Je ne sais pas ce que tu ressens, mais moi je ressens vraiment une équipe qui va de l'avant. Et puis, comme tu l'as dit, un résultat positif à Dijon, c'est important aussi pour la suite, même s'il y a des fêtes ce soir. Vous êtes tombé quand même sur une grosse équipe. Ouais, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit mois en arrière, ils étaient sur 3 ou 4 défaites d'affilée. On a réussi à rectifier le tir ici contre Ivry en gagnant. On a été gagné à Dijon. Donc voilà, il ne faut pas être trop gourmand. C'est vrai qu'il y a eu des améliorations, notamment dans le jeu. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'on produit à l'entraînement. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Certes, on a perdu ce soir, mais voilà, il faut rentrer chez soi ce soir et déjà oublier, et penser déjà à la semaine prochaine, même si c'est un match de Coupe de Franche-Comté. Voilà, y penser et dans 2 semaines, aller faire un résultat à Selongé. Bah oui, on espère en tout cas que le Racing fera un bon résultat à Selongé. En tout cas, on voit une belle équipe et donc il n'y a pas de raison que ça revienne pour Besançon. Ouais, voilà, on va essayer de faire les choses bien. Maintenant, prendre match par match, c'est ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'il y avait un objectif en début d'année. Maintenant, on parle plus d'objectifs. On prend les matchs les uns après les autres. On va voir où on sera classé à la trêve. Et voilà, l'objectif, c'est de sortir des matchs sans regret, de prendre du plaisir. Ce soir, je pense qu'on a assisté à un bon match. Je pense que les spectateurs ont assisté à un bon match. Donc, c'est vrai qu'on aurait préféré gagner, mais c'est comme ça, c'est le football. Oui, c'est vrai que l'objectif annoncé était la montée, mais bon, ça met aussi beaucoup de pression sur les joueurs. C'est pas évident à gérer quand c'est des jeunes joueurs en plus. Ouais, voilà, c'est une équipe qui est jeune. On en avait déjà parlé. C'est une équipe qui est jeune. Ils ont tout à apprendre encore, mais ce qui est bien, c'est que c'est positif. Ce sera pour la suite, pour les années à venir, parce qu'ils vont prendre de l'expérience. Et jouer contre ce genre d'équipe comme Pontarlier où il y a de l'expérience en face, c'est des bons matchs à jouer. C'est des bons matchs, c'est des derbies. Bon, certes, le temps n'était pas top, mais voilà, il faut s'adapter. C'est le football, c'était pareil pour les 2 équipes. Donc ouais, il peut y avoir que du positif pour la suite. Bah, on espère en tout cas, et puis bonne fin de saison. On se reverra d'ici la fin de saison. Ah oui, pas de souci, ça va. Bah oui, on va se revoir avant la fin de saison. Raphaël Diaz, j'espère pour lui qu'il aura peut-être trouvé un autre club. C'est aussi ce qu'il recherche en venant du côté du Racing Besançon. Mais bon, s'il reste plus longtemps au Racing, je pense que tout le monde sera content car c'est un excellent joueur. Et ben oui, justement, ce coup-là, on va se diriger vers le Haut-Doubs. On va aller chercher la neige et on va du côté du CA Pontarlier. On a été reçu hier pour la remise du maillot de la Coupe de France. On a été très bien reçu, comme d'habitude, quand on va du côté de Pontarlier. Et on va écouter justement Jean-Luc Courtet qui revient sur
le match contre le Racing Besançon et le match de Coupe de France contre le FC Sochaux-Montbéliard, et aussi également Philippe Viveau, qui est le vice-président du CA Pontarlier et qui lui nous parle aussi de l'organisation de la Coupe de France, car c'est beaucoup de travail. On est avec l'entraîneur de l'équipe de Pontarlier qui s'est imposé hier soir au Stade Léo-Lagrange face au Racing Besançon 2-1, Jean-Luc Courtet. Alors Jean-Luc, comment vous analysez ce match, cette très belle première mi-temps des deux équipes avec le Racing qui a commencé fort cette rencontre avec ses premiers buts? Oui, je pense qu'on aurait mérité d'ouvrir la marque à la 5e minute avec une superbe occasion par Abakoli. Malheureusement, on encaisse ce premier but du Racing sur une superbe frappe. Après, c'est vrai qu'on a super bien réagi. On a fait une très très grosse première mi-temps avec 2 buts à la clé et un avantage, je pense, mérité à la mi-temps. Ça a été plus compliqué en deuxième mi-temps avec une équipe de Racing qui nous a poussé dans nos derniers tranchements. Mais voilà, on a réussi à tenir et puis à ramener un très bon résultat. Justement, que pensez-vous du début de saison de votre équipe, qui est pour le moment leader avec Sainte-Geneviève à égalité? Il est excellent pour l'instant. C'est vrai qu'on espérait un si bon départ. Ça s'est confirmé par la qualité des joueurs qu'on a à notre disposition. On avait déjà un très bon effectif. On a réussi à bonifier par 3 excellents joueurs, donc ce qui fait qu'on a un effectif de qualité pour cette saison. Oui, en plus avec Miranda qui était sur le banc au départ, ça prouve la qualité du groupe. Oui, ça prouve qu'on peut justement faire tourner les joueurs. Junior donc était toute la semaine pour un projet professionnel à Paris. Il n'a pas pu s'entraîner, donc on a la chance cette année de pouvoir le laisser se reposer et puis de compter sur 11 autres joueurs. Et c'est la force, je pense, du groupe, c'est de pouvoir avoir un banc de qualité. C'est vrai que là, samedi prochain, ce sera la Coupe de France avec un très gros match ici, en tout cas avec une belle affluence face au FC Sochaux Montbéliard, qui n'est pas forcément très bien en ce moment avec 2 défaites. Albert Cartier était d'ailleurs au match hier soir. Et voilà, que pensez-vous justement de cette rencontre face à Sochaux? Nous, c'est une superbe affiche, même si, comme je l'avais dit, elle était un petit peu tôt. On espérait un petit peu continuer cette coupe. Après, le FC Sochaux est en difficulté actuellement, donc ce qui fait qu'ils ne vont pas venir avec l'esprit vagabond. Je pense qu'ils seront à fond dedans, donc ça réduit encore nos chances de qualification. Mais c'est vraiment un superbe match à jouer pour les joueurs. Il va y avoir, à mon avis, 3000 personnes. Donc c'est des matchs rêvés pour un joueur amateur. Oui, puis faut continuer cette série, parce que c'est vrai que Pontarlier marche très bien en ce moment et je pense, franchement, vu ce que j'ai vu hier soir, vous pouvez vraiment inquiéter cette équipe de Sochaux, car il y a vraiment de la qualité. Et, on le dit depuis quelques temps, et la montée en CFA cette saison, c'est peut-être encore un peu tôt pour y penser, mais c'est vrai que ça peut être aussi plusieurs saisons que Pontarlier tourne autour, ça peut être aussi la saison. Ouais, on espère rester dans ce haut de tableau. On est pour l'instant régulier. Pour monter, ça s'appuie sur la régularité. Donc voilà, pour l'instant on y est. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette saison. Après on a un superbe match encore une fois à jouer contre Sochaux. Mais voilà, je pense sincèrement que le FC Sochaux va venir ici pour se relancer. Parce qu'ils sont en difficulté sur ces 2 défaites, donc c'est pas une chance pour nous. Et voilà, on aura peut-être une petite 5% de chance de passer. On va bien sûr les jouer à fond, mais il ne faut pas rêver, ça sera un grand Sochaux ici. Oui, c'est au Albert Cartier n'aime pas perdre également, donc c'est sûr qu'il va aligner une belle équipe. On va revenir un peu sur la CFA2. Qu'est-ce que vous pensez du groupe de CFA2? C'est vrai qu'il y a des équipes de la région parisienne qui sont arrivées cette saison. On pensait aussi que ça allait être compliqué pour les équipes franc-comtoises, mais au contraire, on dit toujours que les équipes parisiennes ont un niveau peut-être au-dessus de ce qu'elles jouent. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça? Oui, il y a des bonnes équipes. Nous, on a joué Noisy-le-Sec ici, on est allé à Créteil. On a joué Moissy qui est en difficulté. Maintenant, on voit Sainte-Geneviève qui est tout là au-dessus. On sait qu'il y a un pouvoir financier et puis humain qui est supérieur à notre région. Maintenant, nous, on a su créer aussi un bon effectif. Les Francs-Comtois aussi. Je pense que le Racing va revenir avec l'apport de ces 2 joueurs. Le BFC va revenir aussi, j'en suis persuadé. Ornans a fait un très bon recrutement offensif. Et puis le FC Sochaux aura toujours une équipe très bonne aussi. Donc ce qui fait que c'est un groupe très homogène avec les Francs-Comtois, les Bourguignons et puis les Parisiens. Donc c'est vrai que c'est difficile à dire pour l'instant. En tout cas, merci Jean-Luc Courtet. On vous souhaite un bon match et une qualification face au FC Sochaux-Montbéliard. Ce ne sera pas facile. Mais en tout cas, on sera présent et puis on essaiera de recommander cette rencontre. Merci beaucoup.
Alors, on est avec le vice-président du CA Pontarlier, Philippe Bivot. Philippe Bivot, bonjour. Alors, on va faire un petit retour sur le match d'hier au Stade Lagrange. Je crois que vous étiez présent. Alors, comment vous analysez cette rencontre, cette belle victoire du CA Pontarlier 2-1? On a surtout été très surpris de cette première mi-temps qui nous a tous étonnés en étant dans les tribunes. C'est vrai que Pontarlier a fourni un très gros match. Et je pense qu'on aurait pu arriver à la mi-temps sur un score beaucoup plus élevé. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, on s'y attendait. Le terrain en plus était assez difficile. Donc voilà, je pense que c'est un beau résultat pour Pontarlier. Et surtout avant le match de Coupe de France qui va nous opposer à Sochaux, donc samedi. Bon, vous êtes la bête noire de Besançon, parce que vous venez souvent vous imposer là-bas et puis ici également. Tout à fait, c'est vrai que quand on fait le bilan aujourd'hui contre le Racing, c'est quelques victoires, on ne les a pas réellement comptées. Par contre, le constat qu'on peut faire, c'est qu'au niveau des derbies, sur la première partie de championnat, on a remporté nos 4 derbies, dont 3 à l'extérieur. C'est vrai que c'est une belle saison c'est une belle saison en tout cas pour Pontarlier qui est ce matin, aujourd'hui en tout cas leader avec Sainte-Geneviève si je ne me trompe pas. Une belle saison. Comment vous analysez justement ce début de saison de l'équipe du CA Pontarlier? Comme vous le dites très justement, c'est qu'un début de saison. La saison va être encore longue. Il va y avoir la trêve hivernale. Pour Pontarlier, c'est toujours compliqué pour les entraînements avec les conditions météo qu'on connaît. Cette fois, les points qui sont acquis, ils sont là. Et puis, je pense qu'ils seront les bienvenus en fin de saison. Oui, c'est un groupe de qualité, parce qu'on voit que Miranda était quand même sur le banc, il est rentré en cours de match. Ça prouve qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Le groupe s'est agrandi cette année avec des recrues qui sont effectivement des recrues de qualité. On s'est rendu compte hier que même en l'absence de certaines de ces recrues qui sont quand même des éléments moteurs pour nous, on arrive à avoir des résultats très, très importants et de bonne qualité. Bon, alors maintenant on va se projeter sur le match de Coupe de France, le gros match ce samedi avec une belle affluence ici du côté du stade Paul Rome. Comment se passent justement les préparatifs pour cette rencontre? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de travail. Alors effectivement, ça représente beaucoup de travail, beaucoup de réunions préparatives. Pour l'instant, donc, on a déjà fait appel à une centaine de bénévoles qui vont gérer les entrées, la sécurité, les buvettes, les frites, etc. Donc c'est vrai que c'est un gros travail, mais tout le monde est à fond, je dirais, et prend ça avec plaisir, et donc ça ne pose aucun problème pour nous. Et quelque part, nous sommes rodés, puisque ce n'est pas la première fois qu'on se frotte à des équipes de Ligue 2 en Coupe de France. Oui, en plus, il y aura l'équipe du CA Pontarlier va porter un beau maillot. Avec en plus un beau maillot qui plus est bleu, donc aux couleurs du CAP. On est confiant, on sait que ça va être un match difficile, mais de toute façon, je sais qu'on peut compter sur nos joueurs et qu'ils vendront chèrement leur peau. Oui, puis je pense que du côté de Sochaux, on doit s'attendre aussi à un match difficile. D'ailleurs, Albert Cartier était dans les tribunes hier soir, il est venu en personne superviser cette équipe de Pontarlier. Effectivement, Albert Cartier a dû voir, pas visionner, puisqu'il était sur place la première mi-temps, je crois. Donc il a pu effectivement, je pense, être impressionné par Pontarlier. Il aurait peut-être mieux valu pour nous qu'il voit la deuxième et non pas la première. Et après, c'est sûr que ça va être un beau match avec une belle ambiance dans les tribunes. On s'attend à combien de personnes justement? Je pense que le stade sera plein, donc il y aura environ 3000 personnes à Pontarlier samedi. En tout cas, on espère la météo sera avec vous. On croise les doigts. Je sais qu'ils annoncent de la neige cette semaine, mais apparemment une éclaircie fin de semaine. Donc la météo devrait être de la partie. Le monde sera là, ça va être une belle fête du football et puis ma foi que le meilleur gagne. Oui, même avec de la neige, les supporters seront là, tout le monde sera présent pour vivre en tout cas une belle journée de football entre deux clubs franc-comtois. On vous remercie en tout cas et puis on vous souhaite un bon match et une belle rencontre et avec encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Oui, avec beaucoup de travail, c'est sûr que l'organisation à un match de Coupe de France, c'est pas facile. Il faut mobiliser en tout cas beaucoup de bénévoles. Puis c'est vrai qu'on le dit toujours, sans les bénévoles, on n'est rien. Et justement, on va accueillir un joueur de cette équipe du CA Pontarlier, qui est Guillaume Jacquet. Guillaume Jacquet, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Sous la neige ponticalienne, mais ça va. Ça y est, il neige du côté de Pontarlier?
Bah, écoutez, il y a déjà un petit peu hier soir, et puis bon, aujourd'hui, quelques petits bourrasques de neige, mais pour l'instant, rien de bien méchant. On va dire que le terrain est recouvert de 4-5 cm de neige. À Besançon, on sait qu'il neige à Pontarlier. Quand le matin, on voit les voitures arriver du haut Oui, c'est ça, avec, j'allais le dire. avec la neige sur le toit. Oui, c'est ça, exactement. On repère les gens qui viennent du haut par la neige sur les voitures. Mais bon, écoutez, pour l'instant, on va attendre la fin de semaine par rapport à cette météo. Alors, Guillaume Jacquet, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez justement vous présenter un petit peu? Oui, bah écoutez, donc Guillaume Jacquet, donc j'ai 29 ans. J'ai fait toutes mes classes à Pontarlier, donc je suis un vrai joueur du cru. Ouais. Donc j'ai commencé depuis l'âge de 6 ans, un débutant, D'accord. avec l'ensemble des catégories à Pontarlier, avec le championnat honneur, en moins de 13 ans, moins de 15 ans, 17 ans et 19 ans. D'accord. Et puis à 17 ans, j'ai intégré le groupe CFA2. Et depuis, je suis toujours présent au sein de l'effectif. Et malgré quelques grosses blessures quand même au cours de ma carrière amateur en CFA2, ça m'a quand même renforcé, on va dire, le mental par rapport à ces grosses blessures qui m'ont permis toujours de revenir au sein du groupe de Pontarlier. Alors c'est vrai que quand on est tout jeune, je suppose que figurer dans l'équipe première, après, je pense que c'est important. Ouais, moi l'équipe première, c'est l'équipe que j'allais voir tous les jours à l'entraînement. Hein. Jean-Luc a rigolé d'ailleurs parce que je venais souvent les voir à l'entraînement pour m'inspirer un peu d'eux, on va dire. Oui. Et puis c'est vrai que les seniors A dans un club, c'est l'équipe qu'on regarde, hein. C'est la locomotive du club. Donc et quand on est jeune et qu'on joue à Pontarlier, on a toujours envie d'intégrer ce groupe et puis de représenter le Pontarlier de manière positive, on va dire, au sein de toute la France maintenant, puisqu'on est en championnat de France. Oui. Alors c'est vrai que quand on joue à Pontarlier, est-ce qu'on vit du foot? C'est vrai que vous allez sans doute me dire justement, ou est-ce qu'on a un métier à côté? Ah non, à Pontarlier, on a bien un métier à côté. Ouais. Donc moi j'ai fait j'ai fait mes études en parallèle au moment où j'ai intégré l'équipe à la fac de Besançon. Et aujourd'hui, moi, je travaille au sein de la société Nestlé à Pontarlier en tant que chef de projet. Donc, j'ai réussi à compiler football et travail. Ça doit pas être évident. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction aussi pour moi parce que je sais que le foot c'est temporaire et puis on peut arrêter encore plus parce que le côté professionnel n'est pas du tout appliqué au sein du club. Oui, et puis c'est sûr, ça doit pas être évident aussi de concilier les deux quand on a un métier, plus les matchs les week-ends. C'est vrai que ça doit pas être simple non plus tous les jours. Ouais, c'est sûr. Après, effectivement, il arrive parfois qu'on a des déplacements professionnels, mais ça, ce sont des aléas de travail et le coach, il fait la part des choses aussi par rapport à ça. Moi, ça m'arrive aussi d'être en déplacement. Oui. Mais après, on sait très bien que la priorité, c'est le travail. C'est arrivé la semaine dernière pour un joueur de notre équipe, hein, en l'occurrence le junior. Ma foi, il était en déplacement. Le coach l'accepte et il sait très bien que c'est priorité sur le travail. Bien sûr. Alors ce samedi, vous étiez donc au stade Léo Lagrange où on était également pour le match entre le Racing Besançon et le CA Pontarlier. Alors quel est votre regard justement sur cette rencontre? Écoutez, on avait à cœur de bien préparer ce match et déjà de ne pas trop penser au match de Sochaux de cette semaine. Et on voulait continuer notre petit bonhomme de chemin. On avait pris la tête du classement la semaine dernière. Et on avait à cœur aussi de remporter ce match, bien entendu. Et puis on sait toujours que les derbys, ça a une petite saveur particulière. Donc on avait envie vraiment de l'emporter et de montrer qu'on était toujours présent et qu'on n'avait pas la tête à Sochaux non plus. Et c'est clair que on a bien entamé la partie. On a pris un but, je pense, un peu contre le cours du jeu sur la première période. Oui. Et on a plutôt très vite réagi avec un nombre assez important d'occasions qui nous a permis de revenir à la pause avec un but d'avance seulement, je dirais malheureusement, parce qu'on a quand même mis beaucoup d'opportunités pour aggraver le score. Et après, effectivement, sur la deuxième période, le terrain s'est un peu dégradé aussi. Oui, beaucoup. Et puis, on a senti que notre équipe avait pas mal reculé. Et c'est aussi ce qui a fait que la deuxième mi-temps a été plutôt moyenne de notre part. On s'est plutôt contenté de défendre. Et on va dire qu'on a réussi à maintenir le score en notre faveur. C'est vrai que Pontarlier est quand même la bête noire de cette équipe byzantine, que ce soit au stade Léo Lagrange ou à Paul Robbe. Ouais, c'est vrai. Il
faut dire que ouais, Besançon nous réussit plutôt pas trop mal. Ça fait 2 ou 3 ans, je crois, qu'on fait plutôt des résultats positifs contre eux. Donc c'est sûr qu'ils connaissent nos qualités et nos défauts, bien entendu, mais on arrive assez souvent à l'emporter face à eux, mais j'espère que ça va continuer et ne pas s'arrêter là. Oui, puis c'est vrai qu'un groupe de qualité à Pontarlier, hein, quand on se permet de mettre par exemple Miranda sur le banc, c'est quand même qu'il y a quand même un gros groupe derrière. Ouais, c'est sûr. Bah, le coach l'a dit assez souvent en début de saison, hein, on va avoir besoin de tout le monde. C'est un peu aussi le défaut peut-être qu'on avait l'année dernière, où on avait un groupe qui était assez restreint. Et sur la fin de saison, on a senti que les joueurs ont été fatigués, quoi. Donc on n'avait pas d'apport, on va dire, un gros apport du banc. Mais cette année, effectivement, on a des joueurs de qualité. Quand on peut se permettre de mettre Junior Miranda sur le banc, c'est qu'il y a quand même du répondant dans l'équipe. C'est sûr. En plus, le choix du coach s'est avéré payant. Donc voilà, c'est clair qu'au niveau de la rotation de l'effectif, on arrive à le faire. Alors c'est vrai que vous êtes leader à égalité de points avec l'équipe parisienne de Sainte-Geneviève-des-Bois. Comment jugez-vous votre début de saison ? Écoutez, je crois qu'on a fait un début de saison très satisfaisant, hein. On s'était quand même fixé des objectifs, on va dire, sur les 6-7 premiers matchs, avec bien entendu la Coupe de France. Et on a respecté, on va dire, nos ambitions de départ entre nous en se disant, un gros début de saison nous permettra de nous lancer dans ce championnat. Parce qu'on sait que les débuts de saison, ils sont parfois, ils conditionnent fortement la suite du championnat. Donc on a malheureusement perdu chez nous contre la réserve de Troyes, mais qui était renforcée à l'époque par un grand nombre de joueurs professionnels. Mais ensuite, on a réussi à gagner à l'extérieur, et puis on a fait aussi beaucoup de derby franc-comtois. Oui, c'est vrai. On a gagné au Besançon FC, au Racing, et puis à Ornans. Oui. Et entre-temps, on avait reçu la réserve de Sochaux, sur laquelle on avait gagné sur le score de 1-0. Et ça nous a permis d'être aux avant-postes et puis de continuer un petit bonhomme de chemin par rapport au début de saison. Alors, que pensez-vous justement du niveau de ce groupe E de CFA2 avec, c'est vrai que cette année, il y a eu les clubs de la région parisienne. Est-ce que c'est plus fort que la saison dernière avec les clubs lyonnais ou auvergnats, ou alors pas du tout ? Écoutez, les clubs de la région parisienne, moi j'ai eu l'occasion de jouer contre Noisy la semaine dernière. Je n'avais pas joué à Créteil parce que j'étais blessé. Mais c'est vrai que c'est un niveau assez élevé, parce qu'on connaît très bien les équipes qui sont issues de la région parisienne. Il y a beaucoup de joueurs, et puis c'est souvent des joueurs qui sont issus parfois de centres de formation, qui n'ont pas réussi à percer, on va dire, plus haut. Mais c'est vrai que sur la globalité, je pense qu'on a un groupe qui est très très relevé. On sent que les équipes sont très proches les unes des autres. Mais pour comparer au championnat où on était dans un groupe lyonnais, c'est vrai que c'est un peu du même acabit, on va dire. Alors, c'est vrai on a déjà joué beaucoup de réserves lyonnaises, Lyon à Duchère, par exemple, ce genre d'équipe. À l'époque, quand ils étaient en CFA2, c'était quand même des joueurs confirmés d'un niveau plus CFA que CFA2. Alors, c'est vrai qu'on sent aussi, surtout dans cette équipe, dans le club de Pontarlier, un état d'esprit, comme je dis, non seulement dans l'équipe, mais depuis plusieurs saisons, mais aussi dans le club en général. Et on est toujours très bien accueillis quand on arrive à Pontarlier. C'est aussi ça la force de Pontarlier. Ouais, je pense que Pontarlier, c'est vraiment un club familial où l'ensemble des joueurs, l'ensemble des bénévoles se connaît. Oui. C'est toujours une fête de jouer au foot à Pontarlier. À chaque match, c'est la grosse ambiance. C'est 800 000 personnes à chaque fois. Et voilà, c'est vraiment un esprit d'équipe où la convivialité est le maître mot, on va dire, du club. D'ailleurs, on le ressent aussi dans les joueurs qui viennent qui viennent dans l'effectif à chaque intersaison. Ils nous disent vraiment que Pontarlier, c'est un club à part, et où on a vraiment un sentiment de bien-être quand on est dans ce club. Bon, c'est vrai que ce samedi, il va y aura un gros match contre le FC Sochaux-Montbéliard en Coupe de France. Un club peut-être où vous êtes peut-être supporter, peut-être non, de Sochaux. Bien sûr, oui. Totalement. Hein. Sochaux, c'est quand même le club phare de la région. Oui. On les suit forcément quand ils étaient en Ligue 1 et aussi en Ligue 2, parce que voilà, c'est aussi la vitrine du foot franc-comtois. Hein. Exactement. Donc, on a également envie que, bien sûr, Sochaux retrouve la Ligue 1, et puis ça nous permet aussi de voir des beaux matchs de foot. On espère aussi. Parce que voilà, on est quand même supporters aussi de cette équipe. Bon, on suppose que tout le monde parle de cette rencontre, car on sait qu'il y a beaucoup de supporters de Sochaux dans le Houdou. Oui.
Oui, bien sûr, oui. Ce week-end, c'est marrant parce que les gens qui font le voyage d'habitude pour aller voir Sochaux, ils font 1h30 de route. Mais là, ce week-end, c'est eux qui vont venir nous voir et à Pontarlier. Donc, ceci dit, on espère quand même que ces supporters seront pour nous. Oui, Parce que voilà, on aura besoin de beaucoup de monde pour nous soutenir parce que ça va être un match compliqué contre une équipe de Sochaux qui, je pense, sera revancharde des 2 mauvais résultats, on va dire, de championnat récemment. Oui, c'est vrai que oui, comme vous l'avez rappelé, c'est vrai que Sochaux va venir pour se rassurer aussi également. C'est vrai, après 2 défaites contre Strasbourg à la maison et contre Niort à l'extérieur. Et ce ne sera pas chose facile, mais pas impossible. Hein. C'est aussi ça le charme de la Coupe de France. À quel type de match, justement, vous vous attendez ? Écoutez, je pense que ce qui se passe souvent en Coupe de France, c'est qu'il faut arriver à faire déjouer l'adversaire, on va dire sur la première mi-temps, essayer de contenir les assauts de début de match et on va dire des grosses offensives en général. C'est comme ça que ça se passe en Coupe de France. Hein. Les gros clubs ont des occasions et il faudra éviter de prendre un but assez tôt dans la partie pour justement essayer de les emmener déjà jusqu'à la mi-temps, on va dire au match nul. Et puis ensuite, on connaît effectivement les évolutions de match en Coupe de France. Et le gros commence à douter. Et puis c'est le petit qui se révolte et qui se rebiffe. Et puis ensuite, on aura certainement l'opportunité de marquer un but. Mais il faudra effectivement réussir à concrétiser peut-être le peu d'occasions que nous aurons samedi soir. Oui, c'est vrai que le terrain risque d'être assez gras suite peut-être aux chutes de neige attendues, je ne sais pas ce week-end, mais on dit souvent que ça nivelle le niveau. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, je suis totalement convaincu. Hein. Moi, j'ai un petit retour d'expérience aussi sur la Coupe de France. L'année dernière, on avait joué Colmar au 8e tour de Coupe de France, justement. Cette année-là, il y avait neigé, le terrain avait été déneigé. Et c'est vrai que le terrain était quand même très, très, très difficile. Et les 2 équipes, ça avait quand même nivelé énormément le niveau. Et puis, je pense que sur un terrain, on va dire, classique, on aurait certainement perdu ce match, mais avec la difficulté pour développer du jeu sur un terrain qui sera certainement très gras, forcément, ça nivelle le niveau. Vous allez être servi là. Bonjour Guillaume, c'est Thomas. Je suis sur la page météo et là, à Pontarlier, ils annoncent de la neige toute la semaine. Donc ça va peut-être mieux que niveler le niveau. Vous allez peut-être les enneiger, Sochaux. Écoutez, on verra, pourquoi pas. Hein. Nous, on est preneurs. Ma foi, la météo est comme elle est. Hein. On espère effectivement créer l'exploit, forcément. Sinon, on ne jouerait pas ce match. Et puis, s'il y a 5% de chance de passer, on les prendra. Et puis, on saisira notre chance à 100% par contre. En tout cas, vous aurez un beau maillot aussi sur les épaules. Ah oui, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau sur ce match. Hein. Déjà qu'on était, c'est sûr, Sochaux c'est un peu tôt au 7e tour, mais on était déjà content d'avoir un gros match à Pontarlier, parce qu'on sait que ça va attirer du monde. Et au-delà de ça, le petit clin d'œil avec le nom de famille sur les maillots, c'est vraiment une super joie pour nous en tant que joueurs amateurs. Et puis le petit clin d'œil aussi, c'est que Sochaux n'aura pas son nom sur le maillot, donc voilà, c'est ça. c'est assez satisfaisant en tant que joueur amateur. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un bon match, une belle fête du football. De toute façon, on sera là, donc on va voir ça. Bon, on sera neutre, bien évidemment, même si moi j'aime toutes les équipes franc-comtoises, donc c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils se rencontrent déjà à ce stade-là, parce que on peut se dire qu'on est pour Pontarlier, comme ça on laisse Sochaux essayer de se rattraper en Ligue 2. Exactement. Exactement. On va leur dire qu'ils vont monter en Ligue 1 et puis nous laissent gagner ce week-end. Voilà. Exactement. Là, ça me va. Nickel. C'est parfait. Et puis surtout, bien sûr que le meilleur gagne, bien évidemment. Mais exactement. En tout cas, ça sera une belle fête à Pontarlier. Oui, exactement. Beaucoup de supporters. Voilà, une belle fête du football, un bon état d'esprit et on va passer une très belle journée en tout cas avec ce beau club de Pontarlier. On est toujours très bien accueillis. C'est avec plaisir qu'on vous attendra ce week-end et les autres matchs bien entendu. Oui, bien sûr, on viendra voir d'autres matchs également. Après, c'est vrai qu'on suit un peu tous les clubs de la région en CFA2. Après, on ne peut pas être sur tous les terrains en même temps. Je ne veux pas me quadrupler, mais bon, on suivra cette équipe de Pontarlier, bien évidemment. D'accord. Et bien, à bientôt. Bonne saison. Merci. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, c'était un bon moment avec Guillaume Jacquet, le défenseur de cette équipe du CA Pontarlier. On va tout de suite appeler Alexis de Freitas. On est un petit peu à la bourre ce soir. Hein. C'était la première, comme vous l'avez compris. On a parlé beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on a été bien complet. Mais là, on va parler justement des jeunes du FCSM. Allez, un petit jingle pour patienter. Allez. Les
dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Frédéric, tu disais qu'on avait parlé de beaucoup de choses. On n'a pas parlé du Barça qui a gagné in extremis contre Séville. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du football étranger parce que c'est vrai qu'après on est obligé de l'émission, rallonger elle dure l'émission 4 heures, de 4 heures. Hein, donc ça, il faudra voir avec Monsieur Dahan s'il veut bien prolonger. Mais là, c'est vrai qu'on a parlé quand même beaucoup de Ligue 1. Après, sur les prochaines émissions, peut-être qu'on réduira un petit peu, mais c'est la première. Donc, il fallait bien qu'on se lance. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'actualité, mais c'est vrai qu'après il y a le foot étranger, oui, avec un beau match hier soir. Tu vas sûrement nous en parler 2 secondes. Moi j'ai regardé, je travaillais en même temps, je regardais le match et c'était un match fou. Hein. Ils étaient à 100%, les deux équipes. On aurait dit une partie de flipper, le ballon n'arrêtait pas de circuler dans les deux équipes, hein, beaucoup d'occasions. Et puis c'est Séville qui a ouvert le score, je crois, au début de match vers la 15e minute par Vitolo. Et puis heureusement que Lionel Messi a été bien servi juste avant la mi-temps par Neymar dans la surface. Messi qui a repris le ballon et qui l'a mis au fond des cages. Et puis en deuxième mi-temps, je me souviens plus à quelle minute, c'est Suarez qui a donné l'avantage au Barça et le match était indécis jusqu'au bout. Hein. Séville aurait pu revenir. Un match fou. Et donc je disais tout à l'heure, si Séville fait le même match contre Lyon au prochain match, là ça. Ils sont morts. Quoi. Lyon, ça va être compliqué. Ouais. Alors, on a Alexis. Alors, voilà. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis, ça va? Ça va et vous? Bon, désolé, on est un peu à la ramasse ce soir, comme on dit en football. Il n'y a pas de mal. Allez, on va commencer. C'est vrai qu'après 5 matchs sans victoire et sans inscrire le moindre but, la réserve sochalienne recevait l'équipe de Sénart-Moissy. Alors, est-ce qu'ils ont arrêté cette spirale négative, nos Sochaliens? Eh bien oui, comme tu l'as rappelé lors des résultats de CFA2, ils se sont imposés 2-0. Donc pour parler de l'équipe, rapidement, on avait un 11 renforcé par plusieurs professionnels, dont Christopher Dilo, le gardien de but. La défense était assez basique avec Kiyubi et pendant sur les côtés, Konaté et Soupraïa en charnière centrale. Au milieu, donc on retrouvait de nouveau des professionnels avec les jeunes Jean Ruiz et Sofiane Daham, qui était le capitaine, et accompagné du jeune Zepeki. Et devant, Moussasso était titulaire et remplaçait donc Guirassi, associé aux habituels Brian Lasme et Jean-Baptiste Léo. Donc au niveau du contenu, Sénart-Moissy, c'est eux qui ont eu les occasions les plus dangereuses au début, avec notamment Christopher Dilo sauvé par son poteau, avant que notre gardien professionnel ne s'impose devant un attaquant sur une perte de balle. Et les Sochaliens ont donc laissé passer l'orage avant d'avoir la chance d'ouvrir le score juste avant la mi-temps par le jeune Brian Lasme qui a inscrit son premier but en CFA2. Donc un but de Brian Lasme qui a pris le meilleur dans les airs sur la défense et le gardien, sur une belle passe décisive de Jean-Baptiste Léo. Et les Sochaliens allaient même faire le break juste avant l'heure de jeu. Donc un superbe travail sur son côté de Moussa Sao, conclu par un très bon centre et repris par Sofiane Daham. Donc 2-0. Et c'est ce but qui a, on va dire, brisé tous les espoirs de l'équipe visiteuse. Pourtant revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Donc les Sochaliens allaient gérer tranquillement cette avance en jouant par des contres, avec notamment plusieurs occasions pour agrandir le score. Moussa Sao qui éliminait notamment le portier de Sénart-Moissy avant de ne pas réussir à conclure dans les cages vides, tout comme Brian Lasme avait 2 énormes occasions de s'offrir un doublé. Score final 2-0, une 9e place pour les Sochaliens, égalité de points avec le 6e et à 8 points du premier Pontarlier donc. Eh ben oui, puis maintenant on va passer à nos U19 Sochaliens avec une série de 5 victoires et un nul sur les 6 derniers matchs. Ils se déplaçaient du côté de Metz. Hein. Alors est-ce qu'ils ont confirmé la forme du moment et cette 2e place au classement, Alexis? Eh bien oui, également une victoire à l'extérieur pour nos U19 Sochaliens, donc une victoire 2-1. Donc le 11, on avait Roanol dans les cages, Saint-Fleur, Moltenis, Josepho et Romain San formaient la défense à 4. Devant, on retrouvait Septier, Loachaud et Actas au milieu de terrain. Tandis qu'on avait une attaque à 3 avec Mbakata et Beuve sur les ailes et Archimède en attaquant de pointe. Donc les Sochaliens ont eu la bonne idée d'ouvrir le score très rapidement. Donc moins de 10 minutes de jeu après le coup d'envoi, c'est Andy Josepho
qui, de la tête, concluait une très belle offrande de Johan Septier. Donc 1-0. Après, donc on a profité, on s'est appuyé sur une défense très solide et également un Roanol très bon dans les cages. Donc ça nous a mis en confiance et on a tenté des belles choses à l'image de Axel Actas qui a armé une très belle frappe de loin à la demi-heure de jeu, qui a surpris le gardien de Metz, donc 2-0 à la mi-temps. Et donc on a même eu la chance que le match soit facilité par une expulsion adverse à l'heure de jeu. Donc on s'attendait donc à une victoire assez facile après cette expulsion, ce qui n'a pas été le cas puisque les Sochaliens ont redonné espoir à l'équipe locale sur une faute individuelle, on va dire, qui a offert un excellent coup franc transformé par cette équipe de Metz. Mais bon, on s'est pas attardé sur cette faute individuelle. On est revenu rapidement, donc les Sochaliens, profitant de leur collectif soudé, ont su se montrer solides et arracher cette victoire importante qui, donc, comme tu l'as dit, leur permet de conserver la deuxième place au classement et donc d'être à 5 points du premier qui est l'AG Auxerre dans ce groupe. C'est une bonne chose en tout cas. Allez, on passe cette fois-ci à nos U17 Sochaliens. Après 8 victoires en 8 matchs, justement, ils se déplaçaient du côté d'Épinal. Alors, est-ce qu'ils ont conservé l'impressionnante forme du moment? Eh bien, également, oui, encore une victoire pour nos Sochaliens. Donc, ils ont porté leur compteur à 9 victoires en 9 matchs, avec ce coup-ci un court succès à 1-0. Donc, pour ce match, Coach Vallée, il avait aligné un 11 assez habituel avec les Richie au cage, la défense à 4, Mouviala, Ngadet, Baki Costablé, Mathis Kunz, le capitaine, et Alexandre Nsakala. Devant un milieu de terrain à 2 avec le jeune Lucien Dong et Maxence Lacroix. Et une attaque à 4 avec Rasoul Ndiaye, Jordan D'Ambrosio, Cameron Jazoug et Lambolet. Donc un match assez fermé où Épinal, comme tu l'as dit, se méfiait de l'impressionnante forme du moment des Sochaliens. Donc il laissait la possession de balle à notre équipe, insistant surtout sur le travail défensif, donc de ne pas faire d'erreurs et éviter de concéder le moins d'occasions possible. Donc on peut dire que l'héritier, le portier sochalien, n'a pas été très sollicité, puisque c'est vrai que Épinal était assez méfiant de cette équipe et n'a pas tenté grand-chose. Il a fallu attendre le début de la deuxième mi-temps pour que les Sochaliens débloquent le match, avec un but de Lucien Adong, donc c'est son 3e but de la saison pour un 2002, donc c'est vraiment une excellente début de saison pour ce joueur, et vraiment une très grande performance qui laisse penser à un très bel avenir pour ce joueur. Donc ce but nous a permis d'ouvrir plusieurs espaces, puisque les Sochaliens ont continué à attaquer. On connaît la physionomie de jeu de Michael Vallée, et on a eu quelques occasions de faire le break avec notamment Jordan D'Ambrosio, mais le match s'est soldé sur ce court score de 1-0 qui permet donc à nos Sochaliens de conserver la première place. Donc avec 3 points d'avance et une meilleure différence de but sur le deuxième qui est l'AS Nancy-Lorraine. Donc une performance impressionnante qui a d'ailleurs été récompensée par le fait que certains membres de l'équipe étaient supervisés par des recruteurs des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France U17. Bah oui, c'est certain, quand on fait de belles performances, en tout cas ça, je pense qu'on va avoir une belle génération de Sochaliens qui arrivent en tout cas. Alors c'est vrai que toujours invaincu en championnat avec 5 victoires et 1 nul, là on va parler du U15 Sochalien qui recevait l'Union du football Mâconnais. Est-ce qu'ils ont rebondi après leur nul face à Dijon? En effet, oui, ils sont restés invaincus. Donc nouvelle victoire, une victoire contre le 3e, donc c'était un gros match 6-4. Donc on peut souligner également que les Sochaliens avaient des absents. Donc on avait notamment les 2 latéraux habituels, Treger et Bouchareb, qui étaient absents, tandis que Mumpemba était également blessé. Donc Pierre-Alain Pro a dû remplacer ses joueurs par Maxime Cousseau, Matteo Philippe et Delphis. Mais ça n'a pas posé de problème à l'équipe. Donc pour parler du reste du 11, c'était assez habituel avec Bonnemain au cage, la charnière centrale Diane et Mont-Saint-Jean, Actas et Meudre au milieu de terrain, tandis que devant on retrouvait Rafoul, Antonio et Pélissard. Donc c'est justement ce dernier, Jezim Pélissard, qui s'est offert un quadriplé, portant son compteur de buts individuels à 9, tandis que Nolan Galvez entrait en cours de jeu et Matteo Philippe, qui faisait son retour dans le 11 suite aux absences.
inscrivaient leur premier but de la saison. Donc nos Sochaliens conservent donc la première place avec 3 points d'avance et une meilleure différence de but sur Auxerre, deuxième de ce groupe. Ah ben merci Alexis, en tout cas c'est encore complet comme d'habitude. En tout cas on connaît les résultats de nos jeunes équipes sochaliennes. On espère te retrouver en tout cas lundi prochain. Est-ce qu'il y a des matchs le week-end prochain pour les jeunes sochaliens? Eh bien oui, il y a, comme vous l'aviez rappelé, il n'y a pas de CFA2, Oui. faute de match de Coupe de France, mais les U19, les U17 et les U15 joueront ce week-end. Donc il y aura peut-être même un match de préparation pour la CFA2, mais j'ai des doutes vu que beaucoup de joueurs risquent d'être empruntés par le groupe pro pour compléter les absences, on va dire. Donc je pense qu'il y aura il y a les U19, U17 et U15 dessus en championnat. Et la CFA2, je ne pense pas qu'il y ait un match amical. Eh ben on te retrouvera en tout cas lundi prochain. D'accord, ça marche. Ça marche, allez, bon week-end, bon match et puis à lundi. Merci, bonne semaine. Bonne semaine, à plus. Et ben voilà, encore un récit complet de toutes ces équipes, c'est du travail également. Allez, ce coup-là, on va juste pour finir l'émission écouter les résumés des rencontres de ce week-end et après on vous dira quand même un petit au revoir. On parle football avec vos résultats de ce week-end avec de la CFA. Mais il n'y a pas eu de match de CFA pour Jura Sud Foot car le match a été reporté. C'était face à Annecy. En CFA2, il y a eu des matchs avec, on va vous donner les scores dans le groupe E, ce qui concerne nos clubs franc-comtois, avec Noisy-le-Sec qui bat Selongey 4-0. Pontarlier qui est allé s'imposer du côté du Stade Léo-Lagrange face au Racing Besançon 2-1. Sainte-Geneviève qui s'impose face à la réserve de 3 2-0. Ornans et Guignon 1-1. La réserve de Sochaux s'est imposée devant Sénart-Moissy 2-0. Ivry s'impose devant la réserve de Dijon 1-0. Alors que le Besançon FC s'est incliné à Créteil 2-0. Allez, un petit mot sur le classement justement avec Pontarlier qui est premier avec 19 points. Sainte-Geneviève deuxième avec 19 points. Troisième Selongey avec 15 points. On retrouve nos équipes franc-comtoises avec le FC Sochaux-Montbéliard qui est 9e avec 11 points. Ornans 11e avec 9 points. On retrouve plus loin 12e le Racing Besançon avec 7 points. Alors que le Besançon Football Club ferme la marche en dernière position. 14e avec 2 points. Un petit mot sur les buteurs de nos clubs comtois avec la rencontre Racing Besançon-Pontarlier avec Diaz qui a ouvert le score pour Besançon à la 14e. Avant que Darocha 16e et Colli 37e. En tout cas permettent à Pontarlier de s'imposer dans cette rencontre. Ornans avait ouvert le score par Ramdani à la 7e avant que Guignon n'égalise. Sochaux, les deux buteurs sochaliens, parce que Sochaux s'est imposé devant Moissy 2-0. Les buteurs sochaliens se nomment Lam 44e et Dahan à la 5e. On passe cette fois-ci à la DH avec des rencontres ce samedi avec Champagnol, Jura Sud Foot 1-1. Le Clémenceau Besançon a battu Roche-Nouvillard 5-3. Le PSB s'est imposé devant Baume-les-Dames 2-0. Jura Dolois s'incline sur son terrain face à Pont-de-Roi de Vermondant 2-1. Grand-Villard a battu Levier 2-0. Ce dimanche, la réserve de Pontarlier a battu Prêche Jura Foot 2-1. Et Saint-Vite, l'ASM Belfort 2-2. Au classement, Pontarlier est premier avec 31 points. Deuxième, Jura Dolois 27 points. Belfort est troisième avec 26 points. Au 12e, le PSB 17 points. 13e, Roche-Nouvillard 17 points. Et 14e, Champagnol avec 15 points. Un petit mot de handball, cette fois-ci c'est fini pour le football avec les filles de l'ESBF qui recevaient l'équipe de Toulon. C'était ce vendredi au Palais des Sports devant plus de 1800 spectateurs avec un match où les Byzantines caracolent en tête avec souvent plus 2 pour cette équipe de Besançon mais qui va craquer en fin de match et la tendance va s'inverser avec pas mal de pénaltys ratés côté byzantine avec les Varoises qui vont avoir la balle du plus 2 à 1 minute 30 de la fin de cette rencontre. Mais finalement, le SBF, il restait 20 secondes à jouer et Toulon menait 22-21 et finalement, les Byzantines ont réussi à décrocher le match nul 22 partout. Une belle performance quand on sait le contexte du match en tout cas, mais c'est dommage d'avoir eu autant de pénaltys manqués. Mais c'est comme ça reste tout de même un très bon nul. À noter également les autres rencontres de cette LFH, en tout cas dans cette poule,
avec Chambray qui a battu Brest. Ça, c'était une vraie surprise, 23-22. Mais on a vu Chambray il n'y a pas très longtemps au Palais des Sports et on voyait que c'était une équipe qui allait faire souffrir les équipes cette saison. Nantes-Dijon 39-27. Alors au classement, le SBF, lui, est 5e avec 15 points. On part cette fois-ci au Bezac, mais ça c'est du basket en National 2 masculine. Le Bezac s'est imposé face à Beaujolais Basket 76-69. C'est une bonne nouvelle. Au classement, le Bezac est 4e avec 11 points. On part cette fois-ci à la lutte en division 1. Le CPB s'est imposé devant Saint-Iriex-La Perche 7-5. En cyclisme, le prix Vauconcours Nervezet, c'était la 2e édition et c'est Francis Mouret qui en sort vainqueur devant Pasquale du SCO Dijon et Humbert de l'Amicale Cycliste Byzantine. Fabien Canal, lui, termine 4e à 3 minutes 15. Allez, on parle cette fois sport mécanique avec le rallye de la vallée de l'Oignon. C'était pas de surprise, en tout cas, avec la victoire de Mouret en 207 S2000 devant Carité 207 S2000 et 3e Levray en 306 XSI. Je pense qu'on était complet pour les résultats. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce week-end. Donc, on se retrouve bientôt pour vous annoncer le programme sportif du prochain week-end. Bon, je crois qu'on a été bien complet ce soir. D'ailleurs, on a débordé un peu de l'horaire. Bon, c'était la première, donc il faut qu'on se rôde un petit peu. Donc ça sera mieux la prochaine fois, on réduira peut-être un petit peu. Donc je pense qu'on a parlé de tout. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Mais merci pour cette première, ce Soyons Sport nouvelle formule, en tout cas. Oui, après on a parlé un peu de Ligue 1, Ligue 2 nationale, la CFA2. On est passé par Pontarlier, le match de Coupe de France avec Guillaume Jacquet également. Donc je pense qu'on a été complet. On va se quitter sur. On va en faire 2 cette fois-ci. On se dit à lundi prochain. Oui, déjà on se dit à lundi prochain. On se retrouvera. Ce sera l'avant-match. Face au Tour FC, on verra, on aura le résultat de la Coupe de France, les résultats de la Coupe de France, et on en parlera ce lundi. Et puis là, on va se quitter. On va faire 2. On fait toujours aller Sochaux, mais là, je crois qu'on va en faire 2. On va faire aller Pontarlier et aller Sochaux. Allez Pontarlier, allez le FCSM. Oui. Allez, à la semaine prochaine. Soyons Sport. 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com.